d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Vous allez le voir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de votre émission Les Matins du Sénat. Vous allez être plongé au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Durant ces 2 heures, nous irons également en salle des conférences pour recueillir les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera aujourd'hui avec Steve Jourdain. Et puis nous irons, comme tous les jours, dans l'hémicycle du Sénat. Ce sera avec Alice Bardot. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Pierre Jacquemin. Bienvenue Pierre, rédacteur en chef de la revue Regard. Nouvelle journée de mobilisation. Les lycéens commencent aussi à bouger. Alors, convergence des luttes ? Oui, qu'on parle de convergence, de coagulation ou d'alliance des luttes, l'addition des colères ne se décrète pas. Elle se construit sur le long terme. Et aujourd'hui, cette construction se construit peut-être, mais peut-être que l'absence d'alternative politique risque de compliquer cette convergence. On va en discuter dans un instant. Tam Tranui fait aussi partie du club aujourd'hui. Bonjour Tam. Alors vous allez nous faire le vrai du faux sur la retraite des enseignants. Oui, le vrai du flou, parce qu'on ne voit pas très clair. Le vrai du flou. Cécile Sixou fait partie du club aussi. Cécile, bienvenue. Le Sénat a donc voté le budget 2020, le fameux PLF, en débat depuis 3 semaines. Et vous vous êtes intéressé à un point en particulier. Oui, on va parler de vacances au soleil et de Ferrari. Waouh, ça donne envie. Dans une demi-heure, Sénat en clair. Nous reviendrons plus généralement sur ce budget 2020, adopté, mais pas très largement. Les sénateurs y ont apporté beaucoup de modifications, parfois au point de se contredire, nous dit la Macronie. Ce vote du projet de loi de finances est-il très politique ? Hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Mais d'abord, cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des milliers de personnes à nouveau dans la rue pour faire pression sur ce gouvernement avant les annonces d'Édouard Philippe. Près de 900 000 d'après les syndicats. Il y aura des concessions, nous disent certains marcheurs. Pas d'annonce magique, nous dit le Premier ministre. Que croire ce soir ? La rue fera-t-elle plier l'exécutif ? On va prendre le temps de se poser toutes ces questions ce soir. D'abord, les manifs du jour, c'est avec Flora Sauvage. Une mobilisation en baisse pour cette 2e journée de manifestation contre la réforme des retraites. Mais dans le cortège, les syndicats restent déterminés. Jeudi, il s'agissait de lancer le mouvement de grève et de montrer que ce mouvement de grève était soutenu par la très large majorité des salariés. Aujourd'hui, on sait que le Premier ministre doit s'exprimer demain, donc il y a une forme d'interrogation latente, mais c'est un mouvement aujourd'hui qui se confirme, qui se conforte. Pour les manifestants, le gouvernement doit abandonner son projet de loi. Le projet, les 3 mesures phares sont inacceptables. Les points, vous voyez, on nous dit faites-nous confiance, on va l'inscrire dans la loi, on ne peut pas leur faire confiance. Deuxième chose, prendre l'ensemble de la carrière, c'est automatiquement baisser toutes les pensions. C'est pas ça qu'il faut, c'est un système solidaire comme nous l'avons aujourd'hui, mais qui nécessite des modifications, c'est ce que nous proposons et c'est ce que nous disons depuis 2 ans au gouvernement. Mais devant les députés, le Premier ministre Édouard Philippe défend son projet, une réforme qu'il doit présenter mercredi midi devant le Conseil économique et social. Nous voulons mettre en place un système universel, égal, qui permettra de créer une solidarité nationale et de la garantir pour l'avenir. C'est le projet sur lequel s'est engagé le président de la République pendant sa campagne et c'est le projet que nous allons mettre en œuvre. Après 6 jours de grève, les transports risquent d'être fortement perturbés encore demain, avec un TGV sur 4 en circulation et 10 lignes de métro fermées à Paris. 7 des 8 raffineries françaises sont toujours bloquées et à l'hôpital, les internes ont entamé une grève illimitée. Dans l'éducation nationale, les enseignants restent mobilisés contre cette réforme qui pourrait leur faire perdre une somme importante si elle ne s'accompagne pas de revalorisation salariale. Allons plus loin donc avec vous, Catherine Fournier. Bienvenue, sénatrice Union centriste du Pas-de-Calais, membre de la Commission des Affaires sociales. Encore une forte mobilisation aujourd'hui. On vient d'avoir le chiffre des syndicats. Près de 900 000 personnes dans les rues françaises aujourd'hui. Dernières heures pour faire pression, ils ont raison ? Mais écoutez, bonsoir. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas, comme il a été dit dans le reportage, a priori, il y a une légère baisse. Ceci étant, il faut garder cette alarme en tête. On l'a vu avec les Gilets jaunes l'année dernière. Je pense qu'il y a une convergence, effectivement, des anxiétés. Et comme on l'écoutait et on l'entendait tout à l'heure, il y a pas d'annonce magique. C'est vrai, mais il n'y a pas d'annonce du tout.
Et c'est le gros problème. Ce que dit précisément Édouard Philippe, c'est qu'il n'y aura pas d'annonce magique qui fera cesser ces manifestations. Sous-entendu, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de toute façon, les gens continueront. Il y a une rupture de confiance entre les Français et ce gouvernement ? Oui, je pense, parce que vous savez, on traite les dossiers par clivage. J'ai entendu la forme de solidarité. La retraite par répartition, c'est effectivement une solidarité intergénérationnelle. Et là, on est en train de bloquer complètement la solidarité entre professions. Et on les a mis en exergue. Et le fait on ne peut pas parler de retraite quand on ne parle pas de travail. On peut pas parler retraite quand on dit il y a 42 différents régimes de retraite. Ça n'est pas possible. À partir de ce moment-là où c'est ce que l'on annonce, et qu'on annonce une uniformité, on va dire tout simplement, vous ne le pouvez pas. Les différentes catégories professionnelles, les différentes professions, elles ont leurs exigences. Et leurs spécificités. Et leurs spécificités, et leur pénibilité. Donc on ne peut pas s'imaginer que la retraite est universelle. Le droit à la retraite est universel, mais pas la pension proprement dit. Alors Catherine Fournier, on va continuer de parler de tout ça, mais avec nos chroniqueurs, c'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et Pierre Jacquemin, on va commencer avec vous. Dans les mobilisations du jour, on s'aperçoit que certains viennent se greffer, certains qu'on n'attendait pas forcément d'ailleurs. Je veux parler des lycéens et des internes. Convergence des luttes, pas convergence des luttes ? Oui, converger, on le sent à chaque mobilisation, c'est le terme que l'on emploie le plus souvent. Est-ce que la convergence se fera ? Converger, c'est le rêve de tous les syndicats et plus généralement de tous ceux qui se mobilisent, qui luttent. Je le disais, ça ne se décrète pas la convergence. Le combat féministe, antiraciste, écologiste, ceux qui portent les combats des quartiers populaires pour l'égalité, pour la solidarité, que ce soit dans le privé ou dans le public, dans un pays où les inégalités augmentent et où les libertés sont parfois menacées, reste à trouver le motif de l'unité. Cette unité ne se fait pas sans un mot d'ordre. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut chercher. C'est tout l'enjeu de la mobilisation d'aujourd'hui et qui traverse notre pays en ce moment. Est-ce que la colère, aujourd'hui, se cristallise sur le seul projet de réforme des retraites ou est-ce que la colère est plus générale, plus ancrée, plus profonde encore que nous ne l'imaginons ? Dans les slogans entendus de la manifestation de jeudi dernier, bien sûr, tout le monde avait en tête le projet de réforme des retraites. Mais le malaise et les revendications avaient des sources plurielles. On l'a vu, que ce soit chez les personnels soignants, chez les étudiants, vous l'avez dit, les policiers, les pompiers, les avocats, les femmes de chambre des hôtels de luxe, les enseignants, tous dénoncent un ras-le-bol. Ce ras-le-bol est double. Il y a la déconsidération professionnelle d'une part, les gens s'interrogent sur le sens même de leur métier. On le voit chez les infirmières aujourd'hui qui n'ont plus le temps de faire leur métier comme elles souhaiteraient le faire, mais on le voit aussi à travers les nouvelles professions, les nouveaux métiers qui émergent. Je pense aux chauffeurs Uber ou aux livreurs de Deliveroo, où l'estime de soi revient le plus souvent. C'est cette estime qui est très présente et qui est dans les revendications très forte. Et puis la deuxième raison de ce ras-le-bol, c'est le pouvoir vivre. C'est ce qu'on a appelé communément le pouvoir d'achat. Mais il est bien question aujourd'hui du pouvoir vivre dans un logement, pouvoir vivre décemment, pouvoir se nourrir, pouvoir se déplacer, pouvoir se soigner. S'il y a bien une idée sur laquelle le mot converger fait l'unanimité, c'est la nécessité d'une revalorisation générale des salaires et des conditions de travail. Quand on observe la grande diversité des origines de ce qu'ont été les gilets jaunes, des ouvriers, des employés, des professions libérales, des chefs d'entreprise, après tout, on pourrait se dire que eux, ils ont fait la convergence. Que leurs colères, différentes à bien des égards, ont convergé sur les ronds-points, en faveur précisément de ce pouvoir vivre dignement, mais aussi pouvoir vivre dans une démocratie renouvelée. Donc au-delà de la convergence, finalement, c'est une issue aux luttes qu'il faut trouver. C'est une alternative politique qu'il faut penser et inventer. Traduire la colère en espoir, je crois que c'est l'enjeu aujourd'hui des luttes que traverse le pays. Parce qu'au fond, tout le monde le sait, il y a une immense colère dans le pays, mais cette colère serait vaine si elle restait simplement à des postures négatives. Parce que la colère, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit positive. C'est ça l'alternative politique. Et une chose est sûre, une alternative politique qui ne s'appuierait pas de la somme des luttes existantes serait vouée à l'échec. Mais une lutte qui ne s'adosserait pas ou ne s'emparerait pas d'ailleurs d'un projet ou d'une alternative politique condamnerait nécessairement à ce qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux, c'est-à-dire moi ou le chaos, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, et de ça, je crois que les Français n'en veulent pas. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Pierre, et d'ailleurs, on peut se demander presque si cette mobilisation des dernières semaines contre la réforme de retraite n'est pas finalement la suite assez logique du mouvement des Gilets jaunes, Catherine Fournier. Oui, absolument, j'en suis persuadée. C'est ce mal-être que l'on ressent, nous, sur les territoires. Mais vous savez, je pense qu'il faut se poser aussi la bonne question. Nous sommes dans un pays où, finalement, on a quand même une aide sociale, un suivi, une écoute sociale qui est réelle. Donc,
il y a ce mal-être induit qui fait qu'il bouleverse tout le monde. Mais on vit quand même bien chez nous. Oui, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas dire aux manifestants, écoutez, on est déjà pas mal en France comparé à d'autres pays, alors cessez de vous plaindre, parce que c'est un peu ça que... Ah, c'est pas... Non, moi je ne me permettrai pas, je les écoute, je les écoute. Vous savez, j'étais maire 22 ans d'une commune de moins de 1500 habitants. La présidente du CCAS, c'était moi. Et tous les gens qui venaient me demander quelque chose, je les recevais en tant que maire. J'ai toujours passé du temps à les recevoir. Mais au-delà de les écouter, il faut répondre à leurs demandes. Alors, on parle là de communication. Vous savez, quand vous recevez les gens, vous les écoutez. Vous les entendez aussi. Vous leur expliquez les choses. Et ils repartent, même si vous n'avez pas apporté d'aide financière digne de ce nom, comme ils l'attendaient au départ, mais finalement, ils repartent sereins. Parce qu'on leur a montré les points positifs, les points négatifs, parce qu'on leur a montré la possibilité aussi d'aller un peu plus loin dans leur recherche d'emploi, dans leur écoute, dans leur souci de formation, dans leur souci de s'intégrer, dans le projet professionnel, dans les difficultés familiales, les solutions. Les pédagogies peuvent presque suffire. Mais l'écoute et pédagogie, non. Sur un mouvement de masse comme celui-là, ça ne peut plus suffire parce qu'on est arrivé à un point de non-retour. Et c'est ce que disait, vous le disiez tout à l'heure, le Premier ministre, on est au point de non-retour. Comment va-t-on faire pour calmer les choses? Alors on retire le projet ? Alors je pense qu'il faut absolument revoir le projet. Je vais vous dire, le projet, il est annoncé, c'est vrai, mais même nous, parlementaires, nous n'en avons pas le contenu réel. Bon, alors est-ce que c'est un réel projet? Je ne sais pas. Bon, je m'interroge. Réponse demain. Tam Tranui, on va continuer avec vous, toujours sur la réforme des retraites, mais cette fois, zoom sur celle des enseignants. Il se dit un peu tout et n'importe quoi sur le sujet depuis quelques jours. Vous avez démêlé le vrai du faux. D'abord, comment est-elle calculée actuellement? Soyons précis. Alors aujourd'hui, la retraite des enseignants, elle est calculée en prenant en compte leurs 6 derniers mois de salaire. C'est un système avantageux pour les enseignants puisque c'est le moment où ils sont le mieux payés. Regardez, au bout de 30 ans de carrière, eh bien, un professeur des écoles, il gagne environ 3 900 € bruts par mois. Pareil pour un professeur qui a le CAPES et un professeur agrégé gagne environ 4 700 € bruts par mois. Et qu'est-ce que ça donne comme pension de retraite? C'est aussi ça qui nous intéresse. Ça donne une retraite en moyenne en 2017 de 2 600 € pour les jeunes retraités. Attention, beaucoup d'enseignants partent à la retraite avant d'atteindre leur taux plein. Si tous avaient été partis après avoir cotisé leurs 166 trimestres, eh bien le montant aurait été un petit peu plus élevé. Oui, et puis 2600, c'est bien brut. De quelle façon serait-il impacté par la réforme? Eh bien, la retraite des enseignants, avec la réforme, normalement, ne serait plus calculée sur ces 6 derniers mois, 6 mois où ils sont les mieux payés, mais sur l'ensemble de leur carrière. Donc, c'est mécanique, ils y perdraient. Ce matin, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a tenté d'expliquer le mécanisme de compensation qu'il prévoit. Il y a deux politiques en même temps, qui sont complémentaires. Une liée aux retraites, qui concerne tous ceux qui sont concernés par la réforme des retraites, donc la moitié la plus jeune, disons. Et puis d'autre part, une politique d'amélioration des rémunérations générales, qui, elle, de toute façon, fait partie des évolutions qui étaient souhaitables et qui tient compte de nos retards, surtout en comparaison internationale. Donc, en gros, si vous voulez, la situation française aujourd'hui, c'est que vous avez une amélioration de la rémunération en toute fin de carrière. Et comme on comptait la retraite sur les 6 derniers mois, c'est ça qui permettait d'avoir un niveau de pension convenable. Vous confirmez? Désormais, en comptant toute la carrière, cela nous oblige à considérer le reste de la carrière. S'il y avait le retrait d'une telle réforme, c'est hypothèse d'école, ça n'arrivera pas, mais s'il y avait le tel retrait, les principaux, ceux qui en seraient les principaux victimes seraient les professeurs, parce qu'il y aurait tout un pan de la justification qui ne serait plus là. Donc, non seulement pour Jean-Michel Blanquer, les enseignants ne vont pas y perdre avec cette réforme, mais en plus, ils vont y gagner parce qu'ils vont y gagner en rémunération, puisque cela va compenser la perte de la retraite. Vous n'avez pas tout compris. Bon. Double cadeau. Double cadeau, c'est très positif. C'est gagnant-gagnant. Première remarque, tout ça n'est pas très clair. Difficile de dire s'il s'agit d'abord d'une hausse de salaire ou de prime. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Un salaire, c'est un acquis. Une prime, ça peut changer d'une année sur l'autre, ça peut changer selon votre supérieur. Bref, ce n'est pas assez sécurisant. Deuxièmement, la hausse des rémunérations, si on écoute bien le ministre, elle est liée à deux choses. D'abord, il y a la revalorisation qui est due au fait que les enseignants en France, ils sont moins bien payés qu'ailleurs. Si on fait une comparaison internationale, effectivement, ça a l'air d'être le cas. Et Jean-Michel Blanquer veut répondre à ce besoin. Le deuxième point, c'est effectivement la compensation de la réforme. Et à ce moment-là, ce qu'on comprend, c'est que la moitié la plus jeune des enseignants, celle qui va être touchée par la réforme, elle va obtenir une hausse de rémunération, a priori en début de carrière,
Tout ça pour que leur retraite elle reste stable par rapport à ce qu'ils auraient eu dans l'ancien système, le système actuel. Je rappelle quand même, pour donner un petit peu quelques chiffres, que le salaire de début de carrière d'un professeur des écoles, c'est 2067 € l'année de titularisation. Pour un agrégé, c'est environ 2300 €. En tout cas, ce qu'on a compris, c'est que le gouvernement promet que les enseignants retraités ne vont pas y perdre. Sauf que ça, c'est la promesse, mais en pratique, il faut savoir combien le gouvernement va mettre pour permettre d'arriver à ce résultat. Et oui, comment c'est financé, combien on va mettre ? Eh bien, pas assez, nous disent en tout cas les syndicats d'enseignants, puisqu'on nous parle d'un budget supplémentaire de 400 millions d'euros par an. C'est le chiffre qu'on a appris la semaine dernière. Les syndicats d'enseignants, eh bien, ils ont fait leurs calculs. Ils ont divisé par le nombre d'enseignants en France. Ils sont arrivés à 39 € net par mois et par enseignant. Ouais, c'est ça. Et soyons clairs, pour eux, c'est des cacahuètes, puisqu'ils estiment qu'avec la réforme, les futurs retraités vont perdre entre 600 et 900 € par mois. C'est ce que disent en tout cas les syndicats. En réalité, on peut penser que le calcul des syndicats aussi, il est biaisé, parce que ça ne suffit pas de dire qu'on va prendre la somme totale et la diviser par le nombre d'enseignants, puisque cette somme, je l'ai dit, elle pourrait ne concerner que les enseignants qui vont se voir appliquer la nouvelle réforme, donc ceux qui sont nés à partir de 74, 75, 76, ça on le saura peut-être demain. Et puis, c'est pas pareil si vous revalorisez le salaire les 10 premières années ou les 20 premières années. Ouais, bref, c'est le grand flou, quoi. On comprend pas grand-chose. D'autant plus qu'on peut en plus jouer, je pense, sur un autre levier. Le gouvernement peut aussi décider de mieux rémunérer les enseignants en leur demandant, en contrepartie, de faire plus d'heures. Et à ce moment-là, vous baissez le nombre de profs et donc ça n'a pas le même coût non plus. Bref, il y a énormément de scénarios qui sont possibles. C'est impossible de dire à l'heure actuelle combien il faut pour compenser l'impact de la réforme des retraites pour les enseignants. Donc cette chronique, Rebecca, c'est pas le vrai du faux, c'est le vrai du flou, ou plutôt le flou du flou, un peu comme cette réforme des retraites. Mais vivement demain, parce qu'avec les annonces d'Édouard Philippe, peut-être qu'on y verra un petit peu plus clair. Belle tentative d'explication quand même, Catherine Fournier. C'est vrai qu'on a tous tendance à lever les yeux au ciel en se disant mais c'est pas possible. Comment voilà, on va faire ? on parlait de convergence tout à l'heure, de difficultés. Je disais, on n'a pas revu les conditions du travail de l'enseignant suffisamment avant de parler de la réforme des retraites. Vous ne pouvez pas dissocier le travail et les retraites. C'est absolument impossible. On sait très bien que les enseignants n'ont pas bénéficié au fur et à mesure des années, et ce n'est pas la faute du gouvernement actuel non plus, d'augmentation suffisante. Ils ont eu des conditions de travail de plus en plus difficiles, avec des classes de plus en plus surchargées. Donc vous avez une forme de mécontentement qui s'est... Bon, je dirais que c'est plus de l'insatisfaction dans l'activité qu'ils avaient à mener. Et maintenant, on leur dit, ah ben oui, on vous avait dit à l'époque, vous ne gagnez pas trop, mais c'est pas grave, vous récupérerez au moment de la retraite. Pareil, on parlait tout à l'heure des conditions de l'exercice de son travail. Puis là, on leur dit, bah, écoutez, double peine. Vous n'avez pas été augmenté, vous avez des classes qui sont surchargées, et puis maintenant, au moment de votre retraite, vous savez, la solidarité, finalement, vous toucherez moins. Mais alors vous diriez qu'il y a un petit peu d'impréparation, d'improvisation de la part de ce gouvernement. On nous dit que Jean-Paul Delevoye travaille sur le sujet depuis 2 ans, et on s'aperçoit qu'il y a encore des petits arbitrages de dernière minute sous la pression. Ce ne sont pas des petits, vous imaginez, en termes de budget, ce ne sont pas des petits arbitrages. Donc oui, on a voulu, mais on l'a vu dans pas mal de textes. J'ai eu la chance d'être rapporteur sur certains textes et présidente de la commission spéciale Pacte. Vous aviez un nombre d'articles du texte qui arrivait et qui était multiplié par 2 ou parfois par 3. Donc, c'est une impréparation, quelque part. Donc, sur chacun de ces projets de loi, ce gouvernement prépare mal les choses. J'ai le sentiment, réellement, qu'on veut aller trop vite dans la réforme et qu'on n'a pas suffisamment évalué le principe même d'une telle réforme. Et on le ressent. Je connais Jean-Paul Delevoye, puisqu'il est dans les Hauts-de-France. Je l'ai connu depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a eu de la concertation. Mais je pense que, quelque part, cette concertation n'a pas été suffisante. Elle n'a pas... Elle a été au contact, c'est vrai, de la réalité, mais elle n'a pas pris toute la réalité des conditions réelles de travail exercées par les uns et les autres. Mais ceci étant, je ne veux pas me défausser non plus. On parle des enseignants. Ils ont en charge l'éducation de nos enfants, c'est notre avenir, c'est important. Hein. Mais n'oublions pas non plus, et je pense à tous les commerçants, les artisans et les entreprises et les salariés des entreprises du privé qui n'ont pas cette chance non plus de pouvoir s'exprimer comme sont en train de le faire
certaines professions. Et je tiens à ne pas les oublier quand même, Allez, parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup non plus. On va sortir un petit peu de cette réforme des retraites. On va aborder un autre point avec vous, Cécile Sixou. On va parler du budget 2020, puisqu'il y a eu le vote au Sénat cet après-midi. 185 pour, 94 contre, 67 abstentions. Vous avez retenu un point en particulier de ce budget, celui qui concerne la fraude fiscale. Big Brother is watching you. Pourquoi? Expliquez-nous un peu tout ça, Cécile. Alors oui, Rebecca, Big Brother, hier dans l'hémicycle, c'était l'administration fiscale qui va pouvoir regarder vos réseaux sociaux pour vérifier que vous ne fraudez pas. Alors c'est une mesure qui est prévue dans le projet de loi finance et donc qui a été adoptée, comme vous l'avez dit hier, par les sénateurs. Concrètement, ça veut dire quoi, Rebecca? Ça veut dire que désormais, pour vérifier que vous ne faites pas une fausse déclaration, les impôts vont pouvoir aller regarder ce que vous ou vos proches diffusez publiquement sur les réseaux sociaux, sur votre compte Facebook, votre compte Instagram et même ce que vous vendez sur le Bon Coin. Alors si ça correspond pas, ça fait peur. non mais si ça correspond pas, si par exemple vous mettez des photos de vous en train de vous pavaner dans une Ferrari ou sur une plage paradisiaque à l'autre bout du monde et que vous ne déclarez rien, potentiellement vous allez avoir affaire à l'administration fiscale. Je vous donne cet exemple, mais le gouvernement hier a quand même tout de même bien ciblé les fraudeurs. Le sujet, c'est comment lutter contre les grands fraudeurs fiscaux, ceux dont on peut les confondre dans la domiciliation fiscale. Et la deuxième, c'est pour ceux qui vendent notamment des produits illicites comme le tabac pour aider nos buralistes. D'ailleurs, je crois que la Fédération des buralistes elle-même a encouragé le Parlement à adopter cette disposition. Et alors ça, c'est nouveau, Cécile ? Pas vraiment. En fait, l'administration fiscale peut déjà aller regarder les pages de vos réseaux sociaux, mais seulement et uniquement si on lui demande de mener une enquête sur vous. Et dans ce cas, c'est fait manuellement par une personne physique. Donc là, ce qui va changer, et l'idée proposée par le gouvernement, c'est de généraliser l'accès aux réseaux sociaux de tous les gens qui payent des impôts, donc vous et moi. Et pour le coup, ce ne sont pas des personnes physiques qui vont faire ça, mais c'est un logiciel qui va aspirer toutes les données, qui va les mouliner, voilà, un algorithme qui va les mouliner et en fonction de ce qui va en ressortir, va revenir vers vous si elle estime que vous n'êtes pas en règle avec votre déclaration. Donc c'est une mesure qui va être testée pendant 3 ans. Ouais, donc c'est une expérimentation. Quelle était l'ambiance sur ce sujet hier dans l'hémicycle? C'était plutôt tendu, alors parce qu'une bonne partie de l'hémicycle, donc à gauche surtout, y était opposé, mais il y a aussi des sénateurs de droite et du centre, comme Loïc Hervé, qui étaient contre. Donc on va écouter Loïc Hervé qui va nous expliquer pourquoi. Ces données-là, elles sont la prolongation de votre personne humaine. Et on peut dire qu'elles vous appartiennent, en fait, elles sont même plus que ça. Elles sont vous d'une certaine manière. Et donc le fait de les collecter, le fait de les aspirer, le fait d'en faire un usage qui n'est pas celui pour lequel elles ont été communiquées, y compris sur un réseau social, c'est quelque chose qui est un changement assez fondamental de notre relation à ces données personnelles. En d'autres termes, Rebecca, ce qui fait peur à Loïc Hervé, c'est que l'administration fiscale ait aussi accès à des données qui ne regardent pas, comme vos opinions politiques ou religieuses, votre orientation sexuelle ou encore vos origines. Et du coup, malgré toutes ces oppositions, eh bien, la mesure a tout de même été adoptée. Oui, le gouvernement a eu gain de cause, mais le Sénat a posé quand même ses conditions. Donc je vous propose d'écouter Albéric de Montgolfier sur ce propos. Oui à la modernisation des moyens de l'administration fiscale, non au fait de faire n'importe quoi et non au fait de le faire sans le contrôle du Parlement. Et c'est ce qu'a dit le Sénat. On veut bien le faire, mais il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit contrôlé et il faut que ce soit dans des conditions respectueuses des libertés publiques. Encadré, contrôlé, le Sénat a changé 3 choses principalement. Donc la première, c'est que les données sensibles, celles qui ne sont pas nécessaires, seront immédiatement détruites. La seconde, c'est que tous les agents du fisc ne pourront pas consulter ces données, mais seulement certains agents qui sont habilités. Et enfin, à part le logiciel qui sera créé par une entreprise privée, tout sera internalisé par le fisc. C'est lui qui va collecter et traiter ces données. Et ça suffit, ça, d'après vous, Catherine Fournier, cette garde-fou ? Écoutez, vous savez que je fais partie du groupe Union Centriste. J'ai soutenu l'amendement de Loïc Hervé. Et je dois vous dire que je suis contre ce principe. Vous avez parlé, effectivement, on avait déjà, avec un prétexte de ciblage, une enquête, on pouvait avoir accès à ces réseaux sociaux. Le fait de le généraliser, c'est lamentable. On a parlé de chalutage, mais c'est vrai. On prend tout. Et puis, on va mettre un certain temps à l'analyser, quand on aura envie de l'analyser, mais on va garder ces informations et ces données. Vous n'aurez pas de contrôle particulier. Je veux dire, dans ce cadre-là, tout est permis. On a dit, et je pense que c'était une qualité, et ça date de la guerre, on n'aime pas en France la délation, on n'aime pas la dénonciation.
le fait de gérer par un algorithme des informations et de les ponctionner de manière globale, je ne suis pas d'accord. On ne met pas les moyens suffisants pour lutter contre la fraude fiscale. On le sait, le Conseil d'État l'a déjà dit. Il n'y a pas de lien entre les différents ministères pour lutter réellement contre la fraude fiscale. Il n'y a pas suffisamment d'agents pour examiner et pour organiser ce que peut être le contrôle fiscal. Alors, mettons d'abord les moyens pour contrôler ce qu'on peut contrôler maintenant, avant de dire, à la limite, c'est presque pour provoquer et pour faire plaisir à tout le monde. Ah ben attendez, on va vérifier, vous allez voir, c'est pour le trafic de cigarettes. J'aime beaucoup le ministre Darmanin, mais c'est pas un bon prétexte, excusez-moi. Enfin, je trouve que c'est quand même très léger comme prétexte. Cécile, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais c'est soumis à validation, hein, c'est pas Oui, tout c'est à fait la fini. validation du Conseil constitutionnel, le gardien liberté. A priori, oui. Qui, voilà, on n'est pas sûr que on n'est pas sûr que ça passe. Voilà. Parce qu'on est dans le PLF, et ça ne concerne ni des ressources effectives, ni des dépenses effectives de l'État. Donc c'est pas encore fait, ça vous rassure un peu? Oui, ça me rassure. Allez, on va continuer, c'est l'heure de Ça se passe chez vous. Et dans Ça se passe chez vous, cette semaine, on vous emmène dans Lyon sur le thème de l'écologie. Je vous rappelle que la COP25 se déroule en ce moment même à Madrid. On en parle assez peu, évidemment, à cause des mouvements sociaux, mais le sommet se termine vendredi. Aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser à la biodiversité. Elle est en danger, selon les associations. Illustration avec ce reportage près d'Auxerre. Il est signé Quentin Calmet et Romane Boudier. Nous sommes à une demi-heure de route d'Auxerre, dans l'Yonne. Et ici, comme dans de nombreux départements en France, on note la diminution du nombre d'oiseaux observés, voire même la disparition de certaines espèces. On va en parler avec un ornithologue. Bonjour. Bonjour François Bouzender. Bonjour. Alors vous êtes ornithologue pour la Ligue pour la protection des oiseaux. On est où ici? Ici, on est à la réserve ornithologique de Barbourceau, dans le département de Lyon. Sur les sites, là, on va avoir deux grandes activités. Une activité un peu scientifique, une activité de terrain. Donc on va compter les oiseaux régulièrement sur le site, donc que ce soit par des bénévoles ou bien des salariés, dans un cadre un peu plus scientifique. Et une autre activité, c'est l'accueil du public. Donc là, on est dans un observatoire qui a été aménagé pour l'accueil du grand public. Des bénévoles viennent faire des petites animations, des permanences. Et on a aussi de l'éducation à l'environnement. On va accueillir des scolaires notamment pour leur montrer un peu de la biodiversité sur le site. Quelles sont les observations que la LPO a pu faire sur cette réserve? Alors sur cette réserve, mais dans le département en général, on observe un déclin des oiseaux marqué. Et si on reprend un chiffre que le Muséum et le CNRS ont sorti l'année dernière, le chiffre qu'il faut retenir, c'est moins 30% d'oiseaux dans nos campagnes au cours des 10 dernières années. Et ce qu'il apparaît, c'est que les oiseaux des milieux agricoles régressent, de même que les espèces des milieux bâtis. Donc les espèces des milieux agricoles, c'est l'alouette des champs, par exemple, qui a décliné de moins 30% au cours des 10 dernières années. Dans le département de Lyon, c'est ce qu'on a mesuré. L'hirondelle rustique, qui vit près de nos habitations, que tout le monde connaît, c'est moins 40% au cours des 10 dernières années. Est-ce qu'on peut aller observer quelques oiseaux? On peut aller en voir, oui. Peut-être du verdier, on peut trouver quelques oiseaux. Ouais. On y va? Oui, on y va. François, on a évoqué ces espèces d'oiseaux qui disparaissent. C'est quoi les causes de ces disparitions? Alors, la principale cause de disparition, c'est le système agricole. C'est le modèle agricole actuel qui fait que les espèces d'oiseaux disparaissent. Alors, il y a plusieurs petits facteurs. Hein. On a la destruction des haies, des mares, des bandes enherbées, des jachères. Et on a surtout l'emploi des pesticides, à la fois qui éliminent les insectes et les petites plantes agricoles. Tout ça, c'est des ressources alimentaires en moins pour les oiseaux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guy Hervé. Bonjour. Alors vous êtes président de la LPO de Lyon depuis 10 ans. Que dire de l'action de l'État, des collectivités? Est-ce qu'elle est à la hauteur sur la question de la biodiversité?
Alors au niveau de l'État, moi depuis 10 ans, on participe de plus en plus aux différentes commissions et comités qui sont mis en place par l'État. C'est-à-dire on participe au débat public. On est invité à ces réunions. Alors on y va au maximum de nos possibilités et on nous écoute et on donne des avis justement sur la protection, par exemple d'une mare, la protection de haies, la plantation d'arbres, quelles espèces on met. Et également, donc c'est tout le territoire, on nous écoute sur l'ensemble du territoire. On a vu ces espèces qui ont disparu. Est-ce que c'est un phénomène qui est réversible? On voit l'évolution avec le bio, avec l'agroécologie. On voit bien que le monde agricole est en train d'évoluer. Mais ça va aller lentement et il faut qu'on les accompagne et non pas qu'on les critique systématiquement. La lutte en faveur de la biodiversité, c'est l'affaire de chacun. C'est aussi cela le message des associations comme la Ligue pour la protection des oiseaux. Et les grands événements comme la COP21 de Paris ou la COP25 de Madrid, eh bien, ces grands événements peuvent aider à l'accélération de la prise de conscience collective. Voilà donc pour ce Ça se passe chez vous, début du feuilleton signé Quentin Calmet et Romane Boudet. Catherine Fournier, que vous inspire ce reportage, le déclin de la biodiversité? Ça inquiète vos électeurs, les populations de votre circonscription? Alors, je vais vous dire, sur notre territoire, nous sommes exemplaires quelque part, puisque vous connaissez, si vous ne connaissez pas la côte d'Opale, vous avez ce qui se prolonge en Belgique, une côte également avec de belles plages, mais qui sont hyper bétonnées. Voilà. Et nous, c'est un grand site de France. Nous avons la terre des deux caps, le cap Blanc-Nez et le cap Griné, juste en face de l'Angleterre. Et ce sont 7500 hectares qui sont protégés. Donc l'anticipation, elle a été faite par le conseil à l'époque général, donc vous voyez pas départemental, le conseil régional et également les collectivités, puisqu'il y a 8 communes concernées, où on a fait très attention à préserver cette biodiversité. Ceci étant, il y a une très bonne combinaison avec les agriculteurs, puisque nous avons toujours des agriculteurs qui exploitent, et je voudrais arrêtez de crier haro sur l'agriculture et sur le comportement des agriculteurs, parce que je vous invite à venir sur notre territoire et je peux vous dire que ça se passe très bien. Et toujours pareil, on est dans le cadre de la communication et de l'intérêt partagé des uns et des autres. Bon, il y a le phénomène terre et il y a aussi le phénomène mer, le phénomène halieutique. Et là, ça se passe un petit peu moins bien puisque j'ai fait une intervention au niveau des QAG sur les bateaux-usines qui venaient payer de pêcher au large de nos côtes et qui pêchent en une journée ce que 5 chalutiers pêchent en une année, un chalutier du port de Boulogne. Donc ça par contre, j'alarme, effectivement, j'ai alarmé le gouvernement, j'ai interpellé pour qu'au niveau européen, on puisse un peu faire évoluer la norme. Et on s'arrêtera sur cet appel. Merci infiniment. Merci à vous d'être venus nous voir dans Allons plus loin ce soir. Merci à tous les trois d'avoir fait à nouveau partie de ce club. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Sénat en clair, consacré ce soir au vote du budget 2020 au Sénat, adopté, mais pas très largement, 185 pour, 94 contre, 67 abstentions. C'est le moment de tirer les grands enseignements et de savoir comment les sénateurs ont fait bouger les lignes et s'ils l'ont fait parfois pour des raisons politiques. On va faire tout cela avec nos invités dans un instant, après les premières explications d'Alizé Boissin. Le budget de mi-mandat n'a pas séduit les sénateurs. Parmi les nombreux points de désaccord, l'écologie. Pour les sénateurs, le budget de l'État pour la transition écologique n'est pas assez ambitieux. Lorsqu'il n'est plus possible d'augmenter les recettes écologiques, vous en baissez les dépenses. Ce PLF traduit votre volonté de vernir une fiscalité de rendement en prétendant la verdir. Vous êtes en fait ainsi des faux dévots de l'écologie, de vrais tartuffes verts. Les sénateurs, eux aussi, sont hésitants sur la question de l'environnement. Si d'un côté, ils votent la suppression de l'écotaxe pour les chauffeurs poids lourds français, de l'autre, ils permettent aux entreprises d'acquérir des véhicules à faibles émissions. Autre point chaud, la taxe d'habitation. Pour les sénateurs, le système de compensation pour les collectivités n'est pas au point. Ils ont reporté l'application de la taxe d'1 an. Aujourd'hui, de votre avis même, la réforme ne tourne pas. Elle a des conséquences totalement délirantes, par exemple, sur le calcul du potentiel fiscal. Alors plutôt que de voter une réforme un peu à l'aveugle, sans simulation, nous préférons essayer d'en corriger les effets, la mesurer, la simuler et éventuellement de la faire entrer en vigueur en différant l'application. Enfin, dans le viseur de la Chambre haute, les fonctionnaires. Contre l'avis du gouvernement, le Sénat vote l'augmentation du temps de travail dans la fonction publique. Ils instaurent aussi 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie. Des mesures qui divisent les sénateurs.
ne peux pas vous laisser dire qu'il faudra un alignement avec le privé. Les agents, les fonctionnaires, ils se mettent en maladie après avoir consulté un médecin. Ça, c'est la première chose, c'est mieux de le dire. Et c'est un médecin qui juge de leur état de santé, monsieur le rapporteur général. Ce n'est pas le politique, ce n'est pas le législateur qui s'occupe de ça. L'Assemblée nationale et le Sénat doivent désormais trouver un terrain d'entente avant l'adoption définitive du budget 2020. Et ça réagit déjà en plateau. Je vous présente tout de suite nos invités de Sénat en clair. Philippe Dallier, bienvenue, vice-président du Sénat, sénateur LR de Seine-Saint-Denis, membre de la Commission des Finances. Claude Rénal, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste de la Haute-Garonne, vice-président de la Commission des Finances. Olivier Cadic, bienvenue à vous également. Sénateur Union centriste, représentant les Français établis hors de France, vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises. Et Sarah El Haïry, bienvenue à vous également, députée MoDem de Loire-Atlantique, membre de la Commission des Finances. Je vous donne la parole dans un instant. On va d'abord rejoindre Alice Bardot qui se trouve dans l'hémicycle du Sénat. Alice, vous avez suivi ce vote pour nous. Budget adopté, mais après moult modifications et pas très largement. Et oui, Rebecca, ça y est, après presque 3 semaines de débat, le budget 2020 a été adopté par le Sénat tel qu'il l'avait modifié. Alors avec 185 voix pour, 94 contre et 67 abstentions. Alors avant le vote, un sénateur par groupe politique s'est exprimé à la tribune de l'hémicycle. L'occasion pour eux de faire le point après des échanges souvent tendus avec le gouvernement. Pour rappel, le Sénat a rejeté 5 budgets, ceux de la justice, de l'agriculture, de la sécurité, de l'immigration ou encore de l'écologie. Tout à l'heure, certains sénateurs de droite comme de gauche ont été particulièrement offensifs, dénonçant tout à la fois le renoncement de l'exécutif à faire des économies, ses rétropédalages ou encore son manque de considération vis-à-vis des parlementaires, comme l'a souligné le sénateur socialiste Claude Rénal. Alors une alliance gauche-droite remarquée également lors de l'examen du texte, comme l'a relevé il y a quelques instants le rapporteur LR Albéric de Montgolfier. On l'écoute. Si vous regardez les votes, vous verrez que ce ne sont pas simplement les votes d'une majorité, ce sont les votes du Sénat et parfois, je le disais, à l'unanimité ou à la quasi-unanimité. Vous devriez, j'espère, Monsieur le Ministre, et le gouvernement devrait y voir un signal, parce que comme on l'a voulu l'année dernière, je pense qu'il y aurait lieu dans ce cas-là d'écouter le Sénat et la France s'en porterait mieux. Autre sujet qui rassemble la droite et la gauche de l'hémicycle contre le gouvernement, la réforme des retraites. Alors les sénateurs n'ont pas manqué de faire le lien entre la politique menée par le gouvernement, illustrée par ce projet de loi de finances, et l'actualité. On écoute à ce propos le sénateur communiste Éric Bocquet. Quel singulier télescopage entre ce jour du vote du projet de loi de finances au Sénat et les innombrables rassemblements et manifestations qui se déroulent en ce moment même dans notre pays pour la défense de notre système de retraite par répartition. Ces journées de mobilisation font suite à l'année ininterrompue de manifestations au cours de lesquelles nos concitoyens réclamaient plus de justice sociale, plus de justice fiscale, en un mot, les moyens de mener une vie décente dans cette société. Vous l'aurez donc compris, ce projet de loi de finances pour 2020 a été l'occasion pour le Sénat, dans sa grande majorité, de faire bloc face au gouvernement. Merci beaucoup Alice pour tous ces détails. Philippe Dallier, quand le texte est arrivé au Sénat, beaucoup ont dit c'est le budget Gilets jaunes, c'est le budget du pouvoir d'achat. Il y a eu pas mal de modifications. Pourquoi n'a-t-il finalement pas été adopté si largement que ça ? Bon, d'abord, ce budget a été largement modifié par le Sénat. Alors après, chacun se positionne effectivement. On ne peut pas attendre du groupe communiste qu'il adopte effectivement le budget qui a été modifié par la majorité républicain et centriste au Sénat. Enfin, ça ne s'est jamais vu. Ceci étant dit, voilà, on a fait le travail. Mais ce que je retiendrai, moi, de ce budget, c'est qu'effectivement, on est dans l'acte 2 du quinquennat et on laisse courir les déficits et la dette. Quand on se reporte à 2017 et aux promesses du candidat Macron, souvenez-vous, et même du président élu Macron, on devait retrouver l'équilibre des comptes publics en 2022. Tout ça, c'est derrière nous. L'Assemblée nationale va voter ce budget 2020 avec un déficit prévisionnel qui se situera à 93 milliards d'euros. On était à 67 milliards en 2017, 76 milliards en 2018, 95 milliards en 2019. On sera quasiment à la même hauteur en 2020. Donc vous nous dites
c'est un les budget comptes. du pouvoir d'achat pour les Français, mais au détriment financé par du déficit et de la dette. Les comptes de la sécurité sociale, ils auraient dû être dans le vert cette année, on va sortir à moins 5 milliards. Les régimes de retraite, Macron disait en 2017, il n'y a pas besoin de revenir sur l'âge de départ, etc. Le Conseil d'orientation nous dit qu'on sera en 2025, c'est-à-dire demain, entre 10 et 17 milliards. Et on nous annonce une réforme des retraites en nous disant il n'y aura que des gagnants, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de perdants. Et on ne nous explique pas comment on va financer tout ça. Donc soutenir aujourd'hui que la situation s'améliore, moi franchement, je ne sais pas avec quelles lunettes il faut regarder cela, mais moi je ne peux pas, je ne peux pas soutenir cette thèse-là. Claude Raynal, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce budget ? Eh bien, d'abord, la même chose sur le changement d'attitude, en tout cas du gouvernement, par rapport au compte public. Ça, c'est le moins. Vous savez, on se souvient de Darmanin se campant devant nous, nous expliquant que les 10 ans précédents, il n'y avait eu que des nuls. Alors que dans les 10 ans précédents, les gouvernements ont fait leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte de réduire le déficit, de réduire, pas de réduire la dette, mais de réduire le déficit de manière claire. Bon, et d'avoir la précaution sur la dette, enfin, avec la volonté, effectivement, de la stabiliser. Bon, on nous dit qu'aujourd'hui, tout ça, c'est nul et non avenu. D'ailleurs, le ministre Darmanin n'est même pas au banc, d'ailleurs, pour entendre ce qu'on pense, effectivement, de son budget d'aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait exact. Deuxième sujet, problème de la confiance. Si vous voulez, sans arrêt, on prend des mesures qui sont des mesures négatives. On dit réforme, ça veut dire globalement, on en prend sur le casque. Voilà. Et donc les Français le voient et le sentent. Lorsqu'on vous dit on réforme l'assurance chômage, ça veut dire 700 millions d'économies sur les chômeurs cette année. Voilà, ça c'est une réalité. Quand on vous dit réforme sur l'habitat, ça veut dire en gros 1 milliard de moins pour les APL cette année. Et ça continue. En réalité, c'était avant et ça continue. Et on veut nous dire que sur, par contre, la réforme des retraites, tout le monde va être gagnant. Personne n'y croit. Personne n'y croit, c'est ça le problème. Et je promets à Sarah et à Eric, alors évidemment, l'occasion de vous répondre à tous. On va juste boucler ce tour de table avec Olivier Cadic. Vous nous dites la même chose, vous aussi. C'est un budget qui se fait au détriment du déficit public, au détriment des comptes. Mais c'est un budget où on a l'impression que certains choix ne sont pas faits. Alors le bon côté quand même des choses, c'est qu'effectivement, il va y avoir 9 milliards d'euros d'impôts en moins pour les ménages, et ça, c'est un bon point. Donc je pense qu'il faut quand même le souligner, le noter, et pourtant s'en réjouir. Ceci étant, la France, on peut s'en réjouir aussi, est championne du monde de football, mais elle est aussi championne du monde du fisc. On reste le pays, avec 46,1% de prélèvements obligatoires, qui est le pays le plus fiscalisé au monde, dans l'OCDE. Et donc ça, on voit qu'on en est toujours là. Moi, ce que je regrette, c'est que dans les débats qu'on a eus au Sénat, c'est que finalement, personne vraiment, à part dans notre groupe, a vraiment cherché à baisser les impôts. Et je crois que c'était quand même une volonté que nous devions avoir. Et moi, on a un grand regret pour nous, parce qu'on a fait plusieurs amendements pour baisser les impôts. Encore une fois, je vous rappelle, on est champion du monde. Il faut vraiment baisser cette pression fiscale. Et on n'a pas senti cette volonté dans l'hémicycle de le faire. Sarah El Haïry. Eh bien, moi, je ne vois pas notre pays avec exactement les mêmes lunettes, a priori. Mais je vais vous dire pourquoi, de manière très claire et très sincère. On a voté un budget en première lecture qui, je pense, n'était pas parfait, puisqu'il y avait encore... moi, je reconnais au Sénat... c'est à l'Assemblée nationale. Et je reconnais au Sénat quelques vraies avancées. Moi, je pense à la fiscalité, plus de solidarité entre les générations, avec le relèvement des seuils pour les donations. Je pense évidemment à l'article 50, qui a fait beaucoup de débats sur le mécénat, où vous avez réussi à emporter une unanimité. Et ça, c'est positif. Ça arrive au Sénat, souvent. Et quand c'est le cas, je pense qu'il faut le dire et il faut s'en réjouir. Vous avez également amélioré l'article 57. Je pense évidemment à la question de la lutte contre la fraude fiscale et l'utilisation des données. J'ai envie de dire, ça a été une lecture, en tout cas vue de l'Assemblée, intéressante, enrichissante, constructive. Et j'espère qu'on en gardera au retour à l'Assemblée un certain nombre d'éléments. Je pense évidemment au mécénat ou encore aux donations à l'intérieur de la famille, à l'amélioration. Mais parce que je crois, mes chers collègues, qu'il est très utile d'utiliser la sagesse de nos deux assemblées dans l'exercice qui est le nôtre. Mais il y a des critiques, vous l'avez entendu sur ce plateau. Alors, le déficit, pas de décision. Ah bah oui, mais c'est là où franchement, moi c'est dommage, autant il y avait une sagesse de mes collègues, autant il y a une posture plus politique. Quand on voit
quand on est sincère dans la vision de notre pays s'est saisi avec une colère sans nom. Il a exprimé au moment des Gilets jaunes un besoin. Vous avez parlé du poids des impôts. Dans ce budget, il y a la plus grande baisse d'impôts sur les revenus pour les ménages, plus de 5 milliards. Eh bien oui, il faut faire des choix et nous avons fait le choix de baisser les impôts pour les Français. Alors il fallait trouver cet équilibre. Oui. Il y a aussi eu un mouvement dans notre pays qui s'appelle les Gilets jaunes et il fallait faire des réponses d'urgence. Mais... Qu'est-ce qu'on ne nous aurait pas dit si on n'avait pas répondu aux besoins d'urgence de notre pays, que ce soit pour l'hôpital, que ce soit au moment des Gilets jaunes avec plus de 17 milliards d'euros. Oui, ces équilibres, ils sont nécessaires à trouver, mais nous avons aussi fait le choix de réformes en profondeur et des réformes structurelles qui n'apportent pas encore totalement leurs fruits, mais nous avons eu l'honnêteté de faire la réforme de la SNCF et de prendre une partie de la dette des hôpitaux. Et j'ai envie de vous dire, mes chers collègues, et d'un bord et de l'autre, vous avez été aux manœuvres, vous avez été aux manettes. Et j'ai envie de dire, dans une situation qui est comme la nôtre, où on voit les Français en colère, les Français, pour certains, souffrir, alors nous avons deux priorités: que le travail paye et baisser les cotisations pour que les gens puissent mieux vivre, de baisser les impôts avec la taxe d'habitation et l'impôt sur le ménage, et apporter une politique familiale plus ambitieuse, mais ça va être un combat que nous souhaitons gagner. Et on n'a pas encore tout à fait gagné ce combat-là. Si le gouvernement en est là, et s'il a dû effectivement sortir 17 milliards de mesures sur les Gilets jaunes, mais pourquoi ? Mais ce sont vos décisions d'augmentation de la CSG, d'aller taxer les retraités à 1 200 €, de désindexer les... de désindexer les retraites. Vous savez très bien d'où c'est parti. C'est parti de là. De l'essence. Mais ça a été l'étincelle qui a fait exploser effectivement. Le vase était déjà bien plein, chers collègues. Mais il a peut-être débordé, mais il était bien plein. Vous n'avez pas entendu les retraités ? La non-indexation des retraites, la baisse des APL, tout ça, c'est vous qui l'avez décidé en 2017. Et vous avez récolté l'année dernière ce que vous avez semé. Ça vous a coûté, entre guillemets, 17 milliards. La baisse de la taxe d'habitation, nous contestons cette réforme. 20 milliards supplémentaires. En deux mesures, madame, c'est presque 40 milliards d'euros par an. Je pense que nous aurions pu les utiliser différemment. Alors effectivement, vous colmatez les brèches, mais de ce que vous avez vous-même créé. Et vous le faites en creusant le déficit et la dette. Nous aurons bientôt 2400 milliards d'euros de dette dans ce pays et ça continue. Et avec la réforme des retraites, nous sommes bien partis pour poursuivre sur cette route-là. Nous allons finir dans une situation absolument dramatique. Et ça, vous le cachez aux Français, ça n'est pas normal. On va recueillir une autre réaction, c'est celle d'Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord. Ce budget ne le satisfait pas, lui non plus. Il nous explique pourquoi. Il est au micro de Steve Jourdain en salle des conférences. Oui, Éric Bocquet, vous rejetez ce qui est présenté par le gouvernement comme un budget gilet jaune, comme un budget tourné vers les plus faibles. Pourquoi ? Écoutez, c'est un budget inscrit dans la droite ligne de ce qui se fait depuis le début de ce quinquennat. En gros, les mesures les plus favorables pour les très riches de ce pays et pas grand-chose ou des miettes pour ceux qui réclament vivre mieux simplement. Ce budget a été présenté fin septembre comme le budget de réponse aux Gilets jaunes, aux soucis de justice sociale. Et quand on a examiné l'ensemble des articles, aucune proposition ne répond à cette préoccupation. Ce budget ne va pas changer la face du monde, ne va pas changer la situation des 400 000 personnes qui ont basculé dans la pauvreté en France en 2018. Dixit l'INSEE. 14,7% de pauvreté dans ce pays, des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 9 millions de personnes. Donc ce budget n'est pas du tout la réponse adaptée à la justice sociale et fiscale tant attendue par nos compatriotes. La grève, la mobilisation sociale, c'est aussi un moyen de faire pression sur la majorité pour justement avoir des concessions, obtenir des concessions de la part de la majorité sur le budget ? Oui, c'est un moyen d'action tout à fait légitime, tout à fait souhaitable, parce qu'il faut que les gens se mêlent de leurs affaires pour améliorer la vie du monde et la vie de la société. Encore une fois, une aspiration à la justice. On veut vivre bien quand on travaille avec un salaire qui permet d'échapper à la précarité, aux difficultés, à l'incertitude du lendemain. Et on veut également vivre bien quand on est en retraite, échapper à toutes les vicissitudes de la vie, qui n'est pas toujours simple. Et donc, il faut que l'État s'engage là-dessus. Donc, le combat pour les retraites, c'est aussi un combat pour la justice sociale. C'est un vote pour rien. Il y aura des rectificatifs avant le budget final, selon vous ? C'est jamais un vote pour rien. Vous savez, on vote ici dans l'hémicycle, on va exprimer notre position, mais on essaie aussi de communiquer avec l'extérieur. Les sénateurs du groupe CRCE, communistes, républicains, citoyens, écologistes, ont un pied dedans et un pied dehors. Le Sénat hors les murs. Donc, on veut aussi parler à tous ces gens qui manifestent, qui revendiquent le droit légitime de vivre mieux. Donc, ici, nous portons leurs revendications et à l'extérieur, nous les soutenons. Une petite dernière question. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir dans ce budget ?
Nous avons proposé de rétablir l'ISF, par exemple, 3,2 milliards, ça n'est pas rien. Nous avons proposé un barème de l'impôt beaucoup plus progressif, avec 11 tranches, avec un taux maximal à 65%. Nous avons proposé la suppression de la flat tax, c'est-à-dire que le prélèvement forfaitaire unique qui limite à 30% de la taxation des dividendes, alors que la France est championne d'Europe des dividendes, de distribution de dividendes. D'ailleurs, les patrons du CAC 40 préfèrent se faire payer aujourd'hui en dividendes plutôt qu'en salaire, parce qu'ils sont moins taxés. Voilà ce que nous avons proposé, qui a été balayé du revers de la main par la majorité sénatoriale. Et donc, nous continuons à porter ce combat jusqu'au bout. Merci Éric Bocquet d'avoir répondu à nos questions. C'est à vous, Rebecca. Merci Steve. Une réaction de Claude Rénal. Oui, écoutez, moi je suis toujours étonné qu'on change de paradigme, si vous voulez. Quand on n'arrive pas à régler les problèmes sur lesquels on s'est engagé en début de mandat à régler, c'est-à-dire le déficit, la dette publique, on ne le règle plus, on n'en parle plus aujourd'hui, et ça a des conséquences très lourdes à long terme. Parce que si le déficit public n'est pas réglé sur les comptes de l'État, vous savez, 100 milliards, sur le budget de l'État stricto sensu, ça veut dire qu'on demande des efforts plus grands sur les organisations de sécurité sociale et également sur les collectivités territoriales. On n'est pas loin, on n'est pas près de sortir des contrats dits de Cahors où on contraint les collectivités territoriales. Donc il faut bien voir tout ça dans une vision longue. Et puis, deuxième sujet quand même, régler les 17 milliards qui ont été réellement provoqués par l'action menée par le gouvernement, la provocation sur tous les domaines, de manière systématique, sans aucune finesse politique, d'appréciation. Il n'y a aucune responsabilité des gouvernements précédents. Personne. Mais arrêtons avec ça. Vous avez augmenté la CSG de 20 milliards. Ce qu'on sait, c'est qu'on vous en rendez 17. Alors écoutez, après, il faut dire merci. Absolument pas lié. Quand il y a une chose, on corrige. Deuxième sujet quand même. Mais oui, c'est très bien. Mais c'est nécessaire de corriger quand on a été pas suffisamment juste. Donc on attend vos corrections parce que vous n'avez pas été juste, effectivement. Sur la CSG, elles ont déjà été apportées. Et donc, il y a quand même des choses qui sont extraordinaires. Normalement, chaque fois qu'il y a une mesure qui revient à la sécurité sociale, elle est prise en charge par le politique, c'est-à-dire par le budget de l'État. Là, on a un trou de 3,5 milliards qui est créé par ce gouvernement qui recrée. La Sécu. Alors qu'on arrivait à l'équilibre, et je veux dire, nous, il y a 5 ans, au démarrage, en 2012, du mandat de Hollande, il y avait 17 milliards, on est arrivé à 4, il fallait arriver de 4 à 0, on y était. Et au moment où on y est, hop, on remet 3,5 milliards de déficit qui est pris. Mais donc ça veut dire que les 5 milliards qui sont rendus aux Français, ils sont pris d'une part sur les 3,5 milliards de trous qui est recréé sur la sécurité sociale. Pour créer la confiance, au lieu d'en finir avec le trou de la Sécu, on le recrée. Et d'autre part, on augmente la dette, encore une fois, et on augmente le déficit public. Franchement, tout ça, moi j'ai dit en séance, c'est une politique de Shadok. C'est-à-dire ceux qui prennent d'un côté, qui mettent de l'autre, qui font de la fumée, et on bouche un trou en recréant un autre à côté. Pas très brillant quand même. Sarah El Haïry et Olivier Cadic. Très à charge tout ça, très à charge. Et pourtant, moi j'ai envie de vous dire, dans notre préoccupation, ça a été quoi? Ça a été répondre aux besoins des Français au quotidien et aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est oui sur la CSG, lors de l'ancienne loi de finances, ça a été trop bas. Ma famille politique, au MoDem, plus centriste, on n'a pas été sur ce niveau-là, on n'a pas été entendu. Sauf que peu importe, le plus important, c'est que la correction a été faite. Deuxième chose, de manière très concrète, vous parlez de la taxe d'habitation. Soit, c'est pas votre position. Sauf qu'aujourd'hui, les Français retrouvent entre 600 et 800 euros par an de pouvoir d'achat supplémentaire. Ça fera 20 milliards de dettes par an. Et les Français les paieront autrement, rassurez-vous. Vous assumez le fait que vous ne souhaitez pas cette suppression. Nous, on pense foncièrement que la taxe, qu'aujourd'hui, l'imposition sur les Français était trop lourde et qu'il fallait des vraies réponses et des réponses immédiates. Alors oui, nous assumons cette loi de finances, qui est une loi de finances pour les Français, qui baisse les impôts. C'est pas encore suffisamment loin pour être totalement juste. Il y a encore ça peut toujours être amélioré. Et je crois que personne ne détient une vérité pleine et entière. Encore une fois, les manques, pour nous, ils sont autour de la politique familiale, de la prise en compte des enfants dans une famille. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on ne peut pas tout jeter. Et juste pour conclure, parce que je vois bien que je suis trop longue, mais on ne peut pas dire, je crois que c'est extravagant de dire que absolument tout ce qui s'est passé au moment de la crise des Gilets jaunes est le fruit exclusivement d'un seul et unique gouvernement, parce que, messieurs, il est quand même utile de rappeler, et je l'ai dit tout à l'heure à voix plus basse, quand un vase déborde, c'est qu'il est bien plein, et vous êtes et l'un et l'autre très largement par vos familles politiques rempli ce vase, et je crois que le plus important, c'est de trouver les solutions pour les Français et pour notre pays. Olivier Cadic. Partage. Olivier Cadic.
Je crois qu'on peut écouter celui qui est un peu l'arbitre de la situation quand on présente un budget, c'est Bruxelles. Et Bruxelles, manifestement, a dit qu'il n'y avait pas de réduction du déficit structurel de la France. Voilà, c'est tout. Donc, il faut regarder, il faut aller voir un peu à l'extérieur. La réalité, c'est qu'on est champion du monde des prélèvements obligatoires et qu'on va le rester. Et là, honnêtement, sincèrement, c'est vrai, on écoute tout le monde, on ne comprend pas. Tout le monde s'envoie des messages, mais la réalité, c'est que les gouvernements passent et on reste toujours le pays le plus fiscalisé. Et dès qu'on cherche à baisser sincèrement les impôts, on voit qu'on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que quand il faut s'attaquer à la dépense, on ne peut pas, en tant que parlementaire, faire des vraies propositions de baisse de la dépense parce qu'on n'a pas les éléments pour pouvoir faire des propositions argumentées avec nos amendements. On ne bénéficie pas d'études d'impact et ça, c'est une nécessité que nous avons. Un dernier extrait. Après ce vote au Sénat, l'étape suivante, c'est la tentative d'accord avec les députés dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Je le dis pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas forcément. N'espérons pas de CMP conclusive, a dit Jérôme Bascher à l'AFP. Et ça s'annonce d'autant plus compliqué qu'il y aurait des divergences au sein même de la droite parlementaire entre députés et sénateurs LR. C'est en tout cas ce que nous a dit Olivia Grégoire ce matin. Elle était l'invitée d'Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. On l'écoute. Que pourrais-je dire à la droite sénatoriale de bon matin ? Bon, déjà que ce serait pas mal qu'ils fassent des réunions entre députés et sénateurs à ce moment-là, parce que moi j'ai un problème de divergence, j'ai un problème d'incohérence entre ce qui m'est promu au perchoir à l'Assemblée et ce qui m'est dit par la droite sénatoriale. Parce que lorsque j'écoute la droite, les Républicains au sein du Parlement, et Dieu sait si je les écoute, parce qu'il y a parfois de bons amendements et de belles idées, j'ai quand même beaucoup d'amendements de dépenses publiques. Beaucoup. On avait fait le jeu, et je ne vais pas le refaire ce matin, mais ça se comptait en dizaines de milliards d'euros. Alors, Philippe Dallier, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Olivier ? Je vais répondre qu'il est assez étonnant que certains députés de la majorité En Marche à l'Assemblée nationale appellent ici au Sénat pour nous dire, écoutez, on va avoir des problèmes sur les collectivités territoriales, la réforme de la taxe d'habitation. Le Sénat, à l'unanimité, a effectivement proposé des solutions que le gouvernement ferait bien de retenir, mais les députés En Marche, ils sentent bien que de l'autre côté, ça va coincer. Voilà, donc si on veut jouer à ce petit jeu-là, moi je renvoie aussi la balle. Alors la CMP, effectivement, il ne faut pas rêver, il y a très peu de chances. Une CMP où elle se met d'accord sur tout, ou alors elle ne peut pas arriver à un accord. Il est évident que sur un paquet de sujets, on ne pourra pas se mettre d'accord sur tout, ce qui ne veut pas dire que les rapporteurs généraux des deux assemblées ne travaillent pas. Ils vont travailler. Demain, on va se rencontrer demain après-midi. Et c'est souvent le cas. Même s'il n'y a pas d'accord, l'Assemblée retient parfois un certain nombre des dispositions votées par le Sénat. Je prends le pari que ça sera le cas sur un certain nombre de sujets, pas sur tout évidemment. Et, il nous reste assez peu de temps, faisons tourner la parole. Claude Raynal, clairement, elle accuse aussi la droite sénatoriale de faire de la politique finalement et de voter contre ce budget ou contre plusieurs missions budgétaires pour des raisons politiques. C'est amusant de considérer que des hommes politiques fassent de la politique. Enfin, c'est quand même un peu extraordinaire. Le but de la discussion en PLF, en tout cas au Sénat, c'est bien de marquer des différences. Nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord, évidemment, les socialistes avec la droite sénatoriale, et nous le marquons. Nous nous disons, par exemple, que quand on rend de l'argent français pour les impôts, ça veut dire que l'on a fait de la croissance, qu'on a créé une croissance qui permet de le faire. La droite dit, plutôt, il faut diminuer la dépense. Nous avons donc, des positions qui peuvent être divergentes, bien entendu. Le mieux, ça serait d'avoir les deux. Je voudrais... Oui, ça serait mieux. Belle stratégie. Ce que je voudrais dire, c'est que toujours parler de nos prélèvements obligatoires en disant on est les champions du monde, mais on mélange toujours, vous le savez bien, tout le monde le sait, mais on a beau le redire, ça revient toujours, des carottes et des navets. Nous avons en France des prélèvements obligatoires liés à notre système de sécurité sociale. C'est cela la différence avec beaucoup de grands pays. Finalement, les autres l'ont sous forme privée. Bon, on peut avoir une assurance privée aux États-Unis, alors évidemment, on ne l'a pas dans le prélèvement obligatoire. Mais nous, c'est notre force. C'est la force de notre pays et les Français y tiennent beaucoup à avoir un système solidaire de sécurité sociale. Ça passe par des prélèvements obligatoires un peu plus importants. Eh bien, moi, ça, je le revendique, je n'ai pas de difficulté. Il nous reste 1 minute 30 environ, si on pouvait être bref pour conclure. Allez-y, Olivier Cadic. Pour Olivier Grégoire, j'ai un message. On a supprimé ici au Sénat la taxe premium sur les bureaux, une surtaxe de luxe. Donc, les bureaux qui sont dans le 6e arrondissement ne l'ont pas, ceux qui sont dans le 7e l'ont. Bien voilà, donc ça vient de l'Assemblée nationale, ça a été éliminé au Sénat, ça l'a
touche, puisque ça ne touche pas que certains arrondissements de Paris, aussi la Hauts-de-Seine. Mais Olivia Grégoire, qui est députée de Paris, devrait s'en saisir et j'espère que là, elle ne nous invalidera pas la décision. Sarah El Haïry pour conclure. Pour conclure, un point. Le sujet de ma collègue Olivia Grégoire, puisque aujourd'hui, elle n'est pas là pour répondre. Elle était là ce matin. Non, à vous, mes chers collègues, mais du coup, je pense que je peux partager au moins un point de vue. C'est qu'il se trouve effectivement que la droite sénatoriale et la droite à l'Assemblée, des fois, sont absolument contradictoires. Moi, mes collègues, les Républicains à l'Assemblée, effectivement, des fois, on se bat pour des dépenses. Et je veux dire, il n'y a pas de mal, c'est pas un gros mot, au contraire, c'est faire de la politique. Mais j'ai dit que chez LRM, c'était la même chose, c'est tout ce que j'ai dit. Mais c'est partout le cas, voilà. sauf que l'honnêteté intellectuelle qui voudrait aller jusqu'au bout, c'est que arriver au Sénat, qu'on ne jette pas le bébé et l'eau du bain, mais plutôt prendre la totalité de ce qui est bon et de ce qui est Ce sera la conclusion de ce débat. On a voté un budget, je vous rassure. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Sénat en clair. La suite de la LPL, c'est le match des idées, le grand débat consacré évidemment à la mobilisation contre la réforme des retraites. À tout de suite. Et bienvenue sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme, c'est parti. Dans le grand débat, nous reviendrons donc sur la mobilisation contre la réforme des retraites. La rue veut faire plier l'exécutif à quelques heures des arbitrages d'Édouard Philippe. Mais il n'y aura pas d'annonce magique qui fera cesser les manifestations. C'est le Premier ministre en personne qui nous le dit. Ce gouvernement est-il devenu inaudible quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise ? La confiance est-elle rompue ? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons également, et comme tous les jours, en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous, Steve Jourdain. Oui, les socialistes, ou en tout cas une partie d'entre eux, sont dans la rue contre la réforme. Alors quel est leur plan de sortie de crise sociale ? On sera dans un instant avec Jean-Pierre Sueur. Merci Steve, à tout à l'heure. Mais d'abord notre match des idées. Il va opposer dans un instant Richard Verly à Guillaume Bigot. On va s'arrêter sur un fait d'actualité passé un peu inaperçu à cause des grèves. C'est ce sommet international à l'Elysée hier. Les chefs d'État russes et ukrainiens réunis autour d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron. Rendez-vous ultra sensible, diplomatie à pas de loup. Comment faire comprendre à la Russie qu'elle va trop loin sans fâcher le puissant Poutine? Avant de comprendre précisément les enjeux de cette rencontre, son résumé en images, il est signé Jonathan Dupriez. C'était leur première rencontre, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien fraîchement élu. À leur côté, Emmanuel Macron et Angela Merkel à la manœuvre pour relancer le processus de paix dans l'est de l'Ukraine, au point mort depuis 2016. Une reprise du dialogue unanimement saluée. J'ai l'impression, après la rencontre d'aujourd'hui, qu'il y a une bonne volonté de résoudre des questions difficiles. C'est assurément un pas important vers la désescalade de la situation dans l'est de l'Ukraine et vers un apaisement des tensions. Le sommet a envoyé plusieurs signaux positifs, comme la consolidation du cessez-le-feu dans le Donbass, ou encore un échange de prisonniers avant la fin de l'année. Nous allons contribuer, avant le 31 décembre, à la libération mutuelle des personnes détenues, selon le principe du tous contre tous. Il a été décidé de vérifier la totalité des listes et d'apporter l'accès total et inconditionnel aux représentants de la Croix-Rouge et à toutes les personnes détenues. Mais les principaux sujets de discorde persistent, notamment sur le contrôle de la frontière orientale par l'Ukraine ou le désarmement des séparatistes, des questions repoussées à un autre sommet dans 4 mois. Nous avons aussi acté, je conclurai là-dessus, un travail demandé à nos ministres des Affaires étrangères et nos conseillers diplomatiques pour les 4 mois à venir, consistant à œuvrer pour les conditions sécuritaires et politiques, entre autres en vue de l'organisation d'élections locales, avec l'objectif, d'ici 4 mois, d'avoir un nouveau sommet en format Normandie pour parachever ces travaux. L'Occident et l'Ukraine accusent Moscou de financer et d'armer les rebelles, ce que la Russie nie farouchement. La guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes a fait plus de 13 000 morts dans le Donbass depuis 2014. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Richard Verly, bienvenue, correspondant permanent à Paris du quotidien suisse Le Temps. Et Guillaume Bigot, bienvenue à vous également. Merci. Vous êtes politologue et essayiste. Merci à tous les deux d'être ici. Moscou et Kiev se sont engagés à mettre en œuvre totalement, je cite, et intégralement le cessez-le-feu. Est-ce qu'on peut parler, oui ou non, d'une réussite et d'une réussite d'Emmanuel Macron, Richard Verly ?
En tout cas, on peut parler de ténacité d'Emmanuel Macron. Il ne lâche pas l'affaire. On voit bien qu'il est leader en la matière, il a Angela Merkel à ses côtés, mais c'est quand même lui qui le pousse. Il tient à ce format Normandie. Il vient d'annoncer qu'il y aura un autre sommet dans le même format dans 4 mois. Donc de ce point de vue-là, cette ténacité politique et diplomatique, je pense qu'elle est importante. Elle va obtenir des résultats. Pour l'instant, les résultats sont quand même timides. Pour l'instant, chacun reste sur ses positions. Mais il faut dire aussi qu'il fallait dégeler l'atmosphère entre Vladimir Poutine et le président ukrainien Zelensky. Donc on est au début d'un processus dont on peut espérer qu'il va produire des résultats. Encore une fois, bravo à Emmanuel Macron pour tenir bon et essayer d'être le moteur de ce dégel. Bravo Emmanuel Macron, Guillaume Bigot. Non, je ne crois pas. Je crois que Zelensky... Je m'en doutais un peu. C'est pas pour faire du Macron... bashing entre guillemets, mais Zelensky est pas du tout sur la même position que son prédécesseur. Et donc la situation s'était déjà un peu détendue, déréfrigérée, dégelée. En fait, l'enjeu central aujourd'hui, c'est vraiment la question des élections locales et du contrôle de la frontière orientale. C'est ça qui pose problème. Et cette question, elle n'a pas été dénouée par la rencontre au format dit de Normandie. Quant à M. Poutine, on voit très bien l'intérêt qu'il a à se prêter à ce qu'en effet est une marque de ténacité. C'est pas faux de la part d'Emmanuel Macron. En tout cas, il y a une volonté qui a été réitérée, au moins à 3 reprises, la Galerie des Batailles, ensuite Brégançon et maintenant ce sommet. Donc, pourquoi il se prête à ce jeu, Poutine? Parce qu'il veut se débunkériser. En fait, il veut créer une trouée dans le pack occidental, voilà, qui l'enserre en fait et qui l'encercle. Alors ça, c'est l'intérêt de Poutine, mais effectivement, y a-t-il un virage un peu pro-russe entamé par la diplomatie française depuis plusieurs mois? Je vais rappeler les faits dont vous parliez, mais je vais les rappeler en images et en détail. Des faits récents qui pourraient nous faire abonder dans ce sens. Cet été, Vladimir Poutine a effectivement été reçu au fort de Brégançon, résidence estivale du chef de l'État. Le mois suivant, lors de la conférence des ambassadeurs de France à l'étranger, le même Emmanuel Macron les invitait, je cite, à repenser le lien entre la France et la Russie. Et de la même manière, lorsque le président français parle de la mort cérébrale de l'OTAN, ne fait-il pas un appel du pied au maître du Kremlin? Je cite, « Ce sont des paroles en or, sincères et qui reflètent l'essentiel, une définition précise de l'état actuel de l'OTAN. » Ça, c'est la porte-parole de la diplomatie russe, de la diplomatie russe qui avait écrit cela sur sa page Facebook, Maria Zakharova. Est-ce que ça fait des mois qu'Emmanuel Macron fait l'œil doux à Vladimir Poutine, d'après vous? Il y a une cohérence, c'est évident, entre cette persistance sur le dossier ukrainien et sa volonté de rouvrir un dialogue constructif avec la Russie. Il est clair qu'Emmanuel Macron pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à exclure Vladimir Poutine, notamment sur les questions de sécurité, parce qu'il est de l'intérêt de la France aussi de retrouver son rôle traditionnel, disons, d'interlocuteur de Moscou. Alors, quant à ce qu'il a dit à propos de l'OTAN, ce qu'il a dit n'était pas adressé à la porte-parole de la diplomatie soviétique, c'était d'abord adressé aux alliés de la France. Mais ça a plu à la Russie. Ça a plu à la Russie. Au passage. Mais il faut reconnaître que lorsqu'il a tenu sa conférence de presse au sommet de l'OTAN où j'étais à Londres, Emmanuel Macron a dit d'une formule: est-ce que tous les alliés aujourd'hui seraient prêts à décrire la Russie comme un ennemi? J'en doute. Et je pense qu'il a raison. Tous les alliés de l'OTAN ne sont pas d'accord pour partager une position unique sur la Russie. Il y en a qui sont obsédés par la menace russe. On les connaît. Les Polonais, ils ont de bonnes raisons pour ça. Les Baltes. Et il y en a d'autres qui sont sans doute plus sur une ligne française, à savoir que de toute manière, il faut composer avec la Russie. Guillaume Bigot. Mais écoutez, bien sûr qu'en diplomatie, il faut souvent avancer à pas feutrer. Il faut parfois dire une chose et penser très fort le contraire, surtout quand on veut obtenir le contraire. Donc il ne faut pas prôner une diplomatie, disons, unilatérale et à gros sabots. Néanmoins, si Macron a une intuition juste, qu'en fait, effectivement, cette mondialisation, elle ouvre quand même un boulevard à la France, parce qu'en réalité, ce qu'on a appelé le multilatéralisme a volé en éclats, que l'impérium américain est rejeté, l'impérium chinois n'est pas extrêmement populaire. Tout ça est vrai, donc il y a une position pour la France, et qui est une position assez traditionnelle, de pouvoir faire discuter ensemble et de maintenir un peu comme dans un aimant, vous voyez, il faut garder la bonne distance entre les puissances. Néanmoins, pour obtenir ce résultat, de rétablir la bonne distance, compte tenu de la manière dont la classe dirigeante colle scandaleusement les États-Unis et adhère de manière absolument servile aux intérêts américains depuis 40 ans, il faudrait quand même, à mon avis, prendre beaucoup plus de distance à l'égard de l'OTAN.
il l'a fait dans les mots, bien sûr, mais là, se rapprocher carrément de la Russie, au moins dans un premier temps. Et finalement, de passer par pertes et fracas un peu, d'abord, la question ukrainienne, parce qu'il va falloir, d'une certaine façon, passer à la caisse si on veut nouer une alliance solide avec la Russie. Et cette alliance solide avec la Russie, je ne dis pas qu'elle est dirigée contre les États-Unis. Je dis qu'elle permettrait de rééquilibrer un peu et de donner la main au jeu français. Pour l'instant, on est dans une politique très déclamatoire, on est dans le « en même temps ». Mais pour la Russie, ça ne change rien, et puis pour les États-Unis, ça ne change rien non plus. D'autant plus qu'on a un Trump très imprévisible, Richard Verlin. Oui, et la difficulté pour Emmanuel Macron sur tous ces dossiers, c'est la difficulté européenne. Il veut pousser l'Europe à agir, si possible pousser l'Europe à agir dans le sens de la France, mais quand il se retourne, il n'a quand même pas beaucoup d'alliés derrière lui. On a quand même vu qu'Angela Merkel, elle est un peu maussade sur ce dossier. Elle n'est sans doute pas aussi engagée que ne l'est Emmanuel Macron. Donc sa grande difficulté... Elle est suiveuse, disons. Absolument. Ouais. Sa grande difficulté à lui, c'est de rompre une forme d'isolement sur ces questions en Europe, où à la fois on constate qu'il a peut-être raison sur le fond, il faut que l'Europe ait un pilier de défense autonome, que l'Europe accommode les intérêts de la Russie, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'acte, les Européens continuent massivement de regarder plutôt du côté des États-Unis. Deuxième thème de ce match, messieurs, les législatives anticipées de jeudi au Royaume-Uni. 650 députés à élire, un nouveau gouvernement à former, et tout cela pourquoi? Pour sortir de l'impasse du Brexit. Boris Johnson joue gros, Jeremy Corbyn joue son va-tout. Qu'attendre de ce scrutin? Je vous pose la question dans un instant. D'abord, direction la salle des conférences avec Steve Jourdain, puisqu'il est aux côtés de Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Oui, Christian Cambon, la politique britannique, c'est un sujet que vous connaissez bien, très bien. Même, qu'est-ce que la France doit espérer des législatives de demain? Déjà que ce psychodrame finisse et qu'on en sorte. Car on mesurera aussi combien la longueur des négociations sur le Brexit aura coûté des deux côtés de la Manche. Et donc déjà que les choses se terminent et qu'on puisse y voir clair et ouvrir une nouvelle page des relations entre la France et la Grande-Bretagne, bien sûr, et entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Vous n'avez pas un candidat favori pour la France, du point de vue de la France ? J'essaie toujours de choisir celui qui a des chances de gagner quand je ne suis pas sûr de moi. Donc je pense effectivement que Boris Johnson a le langage le plus cohérent, car il part d'une constatation. Il y a eu un référendum en Grande-Bretagne, le référendum a conclu au Brexit. Et donc lui dit, j'applique la politique que les Britanniques souhaitent. Est-ce que la France est prête au Brexit? Est-ce que les mesures appropriées ont été prises? La France s'est bien préparée. Ça va avoir des conséquences, mais néanmoins, je pense qu'à la fois les Hauts-de-France, la Normandie, toutes les régions les premières impactées ont pris un certain nombre de mesures, que ce soit sur le plan des douanes, du trafic dans les ports, qui vont poser quand même quelques difficultés. Il va sûrement y avoir une période d'adaptation, mais je pense que la France, fidèle à elle-même, est prête à faire face à cette nouvelle étape de l'histoire. Et justement, qu'est-ce que la France doit dire aux futurs chefs de gouvernement britanniques? N'oubliez pas que géographiquement, vous n'êtes quand même pas très éloigné de l'Europe et je pense que le plus tôt possible, il faut essayer de reprendre la voie de la négociation pour reconstruire une alliance forte sur le plan douanier, sur le plan commercial, sur le plan de la défense, qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement, car un pays tout seul qui fait moins de 1% de la population mondiale, ça n'a pas grande vocation pour l'avenir. Donc une probable élection de Boris Johnson, oui. C'est un échec pour l'Union européenne, selon vous ? C'est un échec pour tout le monde. Le Brexit est un échec pour tout le monde. Ça montre que nous n'avons pas été assez convaincants et ça montre que les Anglais sont peut-être revenus à de vieux démons. Mais moi, je suis d'un naturel très optimiste et je pense que la Grande-Bretagne et la France sont deux grands pays avec une histoire lointaine et commune et que dans cette épreuve, nous allons trouver les voies et les chemins de la coopération car ce sont, et cela reste, des amis. Dans un rapport, vous estimez, je cite, que le Brexit sera un choc économique sans précédent. Oui, c'est un choc économique. On parle de plusieurs dizaines de milliards, 70 milliards pour les Britanniques, 40 milliards pour nous. Je dirais que par les temps que nous vivons, on n'avait pas besoin de ça. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus marcher en regardant toujours à reculons. C'est un fait, le Brexit va intervenir, les élections vont clarifier les choses car c'était quand même l'incapacité du Parlement britannique à sortir de cette affaire. Là, je crois que les électeurs britanniques auront un peu de sagesse et vont trancher le débat et qu'on va repartir pour écrire une nouvelle page. Merci Christian Cambon d'avoir répondu à mes questions. Rebecca, c'est à vous. Merci Steve. Une réaction, c'est fort ce que dit Christian Cambon, un échec pour tout le monde, Guillaume Bigot. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'était, et ça fait le lien avec le sujet juste avant, c'était la question de la mort cérébrale qu'avait évoqué le chef de l'État dans The Economist. S'il y a bien une institution qui est en mort cérébrale, c'est l'Union européenne. On peut même se demander s'il n'y a jamais eu une ventilation du cerveau.
Pourquoi? Parce que c'est une entreprise politique. Or, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de volonté diplomatique depuis le départ, on le sait. Hein, il y a un traité économique, ensuite il y a une monnaie, mais cette monnaie n'a pas de budget et il n'y a pas d'accord et de volonté de stratégie de mission. Donc ça, c'est vraiment très étonnant. Donc je pense que dans ces élections en Grande-Bretagne, évidemment, le président de la Commission des Affaires étrangères a complètement raison. Boris Johnson, c'est le candidat de la certitude, c'est le candidat de la cohérence, c'est le candidat de la démocratie. Et on voit mal, on en parlait tout à l'heure avec M. Vernier, ces éléments de langage sont incroyablement rodés. On sent d'une certaine façon, avant même l'élection, ça sent un peu la gagne, si vous me permettez l'expression. Quand on joue, quand on tire à l'arc, on a quasiment mis dans la cible avant de décocher la flèche. Donc ça, il y a quelque chose comme ça. On sent qu'il a plutôt, disons, l'opinion derrière lui. Le paradoxe, c'est que même s'il remporte ces élections, ça voudrait dire quoi de remporter ces élections? Il faut quand même qu'à l'arrivée, il ait une majorité absolue. Et l'enjeu de ce Brexit, c'est quoi? C'est quand même le divorce entre la classe dirigeante britannique, les représentants du peuple britannique et le peuple britannique. Le peuple britannique n'est pas unanime à vouloir le Brexit. Néanmoins, il y a une majorité assez claire qui s'est dessinée, 52%. C'est pas rien pour. Or, au sein du Parlement britannique, on voit, c'est même pas que les proportions sont inversées, c'est qu'il y a probablement dans leur fond, dans leur tréfonds, 70% ou 80%. Et même pas que les élus ou les parlementaires, Londres et le reste de la Grande-Bretagne. Et tout le problème est là. Je ne sais pas si le système représentatif et parlementaire britannique va réussir, si la population est vraiment derrière cette ligne Johnson. Mais ça va se manifester comment? Je vous rappelle que les parlementaires britanniques ont toujours leur liberté de parlementaire, justement. On est vraiment dans le cœur d'une contradiction entre, d'un côté, une aspiration populaire qui est marquée par le référendum, et de l'autre, le système de représentation, où on donne finalement un blanc-seing à des représentants du peuple en disant votez selon votre âme et conscience. Mais la population, elle est derrière Boris Johnson. Je vous donne juste le tout dernier sondage du Guardian, que vous connaissez sûrement, Richard Verly. Il a été publié il y a quelques jours. 43% des intentions de vote pour les conservateurs, 30% du côté du Labour de Jeremy Corbyn, et 15% pour les libéraux démocrates. Richard Verly. Oui, alors d'abord, petit rappel pour les téléspectateurs, c'est cette règle britannique, le mode de scrutin est quand même extrêmement favorable à celui qui a le vent en poupe, puisque c'est un scrutin à un tour, où le candidat qui arrive en tête dans la circonscription est élu, même s'il n'atteint pas la majorité. Donc de ce point de vue-là, effectivement, Boris Johnson paraît bien placé, selon les sondages, pour rafler la mise. Deux éléments. La première élément, c'est qu'il y a au fond un seul parti qui est clairement sur la ligne d'un nouveau référendum sur le Brexit, c'est le Parti libéral-démocrate. Ça, sa position est claire. Et on pourrait penser que tous ceux qui n'ont pas voulu le Brexit et qui n'en veulent toujours pas vont voter pour lui. La difficulté, c'est que ce parti n'arrive pas, vous venez de le dire, il fait 15% dans les intentions de vote. Trop petit. Personne n'arrive à penser qu'il est capable de créer une majorité, d'avoir une majorité et donc de changer les règles. C'est quand même assez démoralisant pour des électeurs d'aller voter pour un parti qui ne va pas pouvoir changer les choses. Il reste le Labour. Or, sur le Brexit, le Labour est divisé, à l'image de Jeremy Corbyn, qui n'a quand même, sur ces sujets, pas fait une grande prestation lors des différents débats. Et ce qui est frappant, encore une fois, le hasard faisait que le sommet de l'OTAN était à Londres, donc j'ai pu passer quelques heures à Londres, c'est que les anti-Brexit semblent avoir disparu. On se souvient quand même de ces millions de gens qui ont défilé, qui ne voulaient pas du Brexit, ils étaient au pied de Westminster, et d'ailleurs, ils ont fait une pression sur les parlementaires, ce qui a amené les parlementaires à revoir, en quelque sorte, la décision, ou à tenter de la revoir. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui... Ils ont disparu parce que résignés, parce que c'est l'impression que ça donne. L'impression que ça donne est que le Brexit s'est installé aujourd'hui comme une certitude dans la tête d'une majorité d'électeurs. Et au fond, le discours de Boris Johnson qui consiste à dire « finissons-en », on peut résumer à ça, c'est un discours qui porte à un moment donné où les gens se projettent vers l'avenir et estiment que c'est pas la peine de replonger le pays dans les affres d'un référendum, parce qu'il faudrait bien sûr revoter, et qui dit vote dit nouvelle fracture au Royaume-Uni. Parce que pendant des mois, on a quand même dit « oh, ils sont en train de regretter leur vote, peut-être en train de regretter le Brexit ». On a faux sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'habileté de Boris Johnson lui-même, avec lequel on peut être d'accord ou pas, mais il faut quand même saluer la prestation. Cet homme a eu beaucoup de nerfs et on parlait de dame de fer, mais là, il a l'air d'être en titane, ce Boris Johnson, si vous me passez l'expression. Il est vraiment très solide. Il y a son habileté, il les a quand même pris à leur propre piège. Et de l'autre côté, en face, les parlementaires, quels que soient les partis, mais enfin majoritairement des gens des Tories et des libéraux,
ont très mal joué finalement. Ils avaient 48% d'opinion publique derrière eux, ce qui n'était pas rien. Et en fait, ils ont tellement piraté, torpillé, saboté, y compris pour des raisons de politicaillerie, de politique interne à leur parti, que finalement, ça a montré que la classe dirigeante, en tout cas les parlementaires britanniques, privilégiaient des enjeux électoralistes sur cette question de fond qui était pour ou contre le Brexit. Et donc, c'est ça, d'une certaine façon, ils en ont trop fait. Parce que le référendum, il date de 2016. Il n'y a pas eu d'aboutissement depuis 2019. Et donc, c'est normal, d'une certaine façon, que la grogne est montée en Grande-Bretagne. La population britannique s'est sentie lésée. Il faut qu'on en finisse. D'ailleurs, c'est ce que martèle Boris Johnson. Et enfin, le dernier argument, c'est que plus vous poussez finalement dans une direction et plus vous suscitez une réaction contraire. Donc on a tellement essayé de forcer la main, en quelque sorte, du peuple britannique pour ne pas parler de l'attitude surréaliste, brechtienne, c'est-à-dire le peuple ne convient pas à changer de peuple de l'Union européenne. Enfin, qui a quand même été, en disant 5 minutes, monsieur le bourreau. Vous savez, dans les dessins animés, parfois, il y a ces petits personnages au-dessus du vide, ils ne se rendent pas compte qu'il y a du vide et ils mettent un certain temps avant de tomber. Oui. Mais là, c'est ça. La classe dirigeante européenne, l'Union européenne, etc., ils ont dit, oh, on fait comme s'il n'y avait pas eu le Brexit. En fait, non, il a eu lieu, le Brexit. Oui, alors là, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à l'Union européenne. L'Union européenne a fait ce qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire offrir un visa. Non, pas punir. Non. C'est pas vrai. Elle a mis en face du Royaume-Uni une solidarité à 27, ce qui était déjà un exercice difficile, et elle a demandé au Royaume-Uni de prendre ses responsabilités. Le Royaume-Uni est le conjoint qui s'en va. Bien qu'il prenne ses responsabilités. Ça a pris 3 ans et c'est compliqué. Mais on ne peut pas quand même reprocher à l'Union européenne d'avoir provoqué ce divorce ou d'avoir mal géré ce divorce. Non. Mais si, sur l'affaire de l'Irlande, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Sur l'affaire de l'Irlande qui était quand même assez grave, c'est un enjeu de guerre et de paix, finalement, entre l'Irlande et l'Irlande. L'idée était quand même peut-être de dissuader les autres de partir. Sans doute, mais je rappelle qu'il y a eu un accord signé par un gouvernement britannique qui était le gouvernement de Madame May et qu'il ne faut pas oublier, même si on l'oublie aujourd'hui, que cet accord a été torpillé par M. Boris Johnson et les siens parce que Boris Johnson voulait arriver au pouvoir. Donc on ne peut pas oublier. Alors ça fait partie de l'habileté, ça fait partie du titane que vous disiez, mais voilà la réalité des choses. Si Boris Johnson n'avait pas joué son jeu politicien, l'accord de Mme May serait peut-être passé au Parlement britannique. Bref, on en est là où on en est aujourd'hui. La difficulté, c'est que vous mettez côte à côte dans les débats les deux figures de Boris Johnson et de Jeremy Corbyn. Boris Johnson, on peut en penser ce qu'on veut, vous l'avez très bien dit, il incarne et il parle d'avenir. Jeremy Corbyn ne fait que parler du passé. Or, au moment où vous mettez votre bulletin dans l'urne, je pense, selon les sondages, que l'avenir pourrait l'emporter. Et je voudrais qu'on prenne les dernières minutes qui nous restent, messieurs, pour le 3e thème de notre match franco-étranger. Celui-là, cela n'a échappé à personne et surtout pas à la presse étrangère. La mobilisation contre la réforme des retraites en France, les manifs et les grèves qui paralysent le pays. Comment voit-on tout cela ailleurs, en Europe et dans le monde? Les Français sont-ils vus comme des leaders qui ouvrent peut-être un chemin à suivre ou comme des contestataires réfractaires à toute réforme? Je vous pose la question après quelques réactions recueillies dans les cortèges aujourd'hui. Donc à un moment, c'est la grève, on bloque le système économique. Il y a des secteurs en grève, il y a des secteurs en reconduction, mais ce n'est pas suffisant encore. Donc il faut généraliser et encore généraliser pour que les choses soient emballées en une semaine. Du coup, je pense que c'est important de s'activer maintenant, parce que ce qu'il y a, c'est que si on laisse passer une première réforme sur les retraites, ça va être de pire en pire. Je sais que les prévisions ont prévu que les gens qui commenceront à travailler dans les années 2020 puissent travailler jusqu'à 70 ans ou presque. Et ça va continuer comme ça de pire en pire. Alors si on se bat pas maintenant, on va se laisser marcher sur les pieds. Beaucoup de détermination, Richard Verly. Comment c'est vu tout cela depuis l'étranger? Est-ce qu'on voit les Français comme peut-être, je le disais, des leaders de la contestation qui peuvent ouvrir la voie à d'autres peuples européens? Si on résume, on voit les Français d'abord comme des contestataires professionnels. C'est sans doute les meilleurs dans ce genre en Europe. Il faut le reconnaître, peut-être les meilleurs du monde. Ensuite, c'est historique. Voilà. Ensuite, un pays, alors soit impossible, soit très difficile à réformer. En tout cas, un pays auquel on ne peut pas dire on va tout mettre à plat parce que ça c'est trop anxiogène. Donc peut-être que là, Emmanuel Macron aurait mieux fait d'avoir une réforme pan par pan, en quelque sorte. Puis la troisième chose par rapport à la France, c'est l'inquiétude des violences. Alors là, je dois dire qu'il y a un changement. Ces manifestations, notamment celles de ce mardi, ont été
peu violentes se sont bien déroulées. Donc de ce point de vue-là, on est dans un cadre beaucoup moins inquiétant que ce qu'on avait pu voir pendant l'épisode des Gilets jaunes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette angoisse d'une France cocotte minute, une France qui pourrait exploser si à un moment donné la colère se cristallise. Guillaume Bigot, ça donne une drôle d'image de notre pays, c'est vrai? Alors bon, on est un peu patriote sur les bords et même au milieu, donc on ne va pas avoir tellement de distance ou d'objectivité pour traiter cette question. C'est l'embêteuse du monde, disait Jean Giraudoux, donc il y a quelque chose comme ça, c'est un poil à gratter mondial. La France. Mais tant mieux ou tant pis pour elle, elle porte les autres populations. C'est tant mieux si on arrivait, parce que normalement il y a la thèse, il y a l'antithèse et normalement il y a la synthèse. On n'en est pas à la synthèse. On a une thèse et une antithèse. On a finalement des gens qui ne veulent pas de changement et des gens qui veulent adapter la France finalement à la mondialisation. Le paradoxe qui est terrible, c'est que cette adaptation à la mondialisation, ça vient au moment où les auteurs eux-mêmes de la mondialisation, d'abord les États-Unis d'Amérique, sortent de la mondialisation. Eux-mêmes, ils commencent à stopper la mondialisation, ils passent à autre chose. Et nous, on a un train de retard, c'est-à-dire que notre élite, elle dit, bon, adaptez-vous à la mondialisation, mais à quelle mondialisation? Celle de Thatcher et de Reagan ou celle de Trump et de Xi Jinping? On n'est plus du tout dans la même mondialisation. C'est ça le problème. On a des acteurs économiques comme Huawei. Il n'y a plus un seul modèle. Il y en a. Il y a surtout, il y a un grand retour de la politique, il y a un grand retour de l'État. Enfin, écoutez, si les gens ne comprennent pas que Huawei c'est l'État chinois et que quand vous jouez aux échecs avec quelqu'un qui peut voir ce qu'il y a dans votre tête et qui peut prévoir les coups à l'avance, vous ne jouez pas vraiment aux échecs. Donc cette fable de la compétition, de la concurrence plutôt, de la concurrence mondiale, c'est une fable. On voit bien que la politique, le politique, pour ne pas dire le politique et le militaire, domine et domine de plus en plus dans le monde. Disons que la séquence 1980-81, la grande libéralisation jusqu'à une date récente, cette séquence-là est terminée. On est dans une autre histoire. Or, ce qui est assez frappant en France, c'est qu'il y a, donc je répète, les gens qui ne veulent pas de ce changement qu'on leur propose, qui est de l'adaptation à la mondialisation, et il y a de l'autre côté des gens qui veulent adapter à la mondialisation. Mais il n'y a pas de synthèse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une voix française qui pourrait effectivement être intéressante. Il ne s'agit pas de revenir à la CGT et pas non plus de faire des fonds de pension. Il y aurait quelque chose à inventer. Mais cette invention, elle n'est pas encore venue. Mais elle conteste cette France. Elle a un message, cette France. Elle conteste. C'est peut-être en soi le message, d'ailleurs. Oui, mais cette contestation ne suffit pas pour devenir, d'une certaine façon, entraînante pour le monde entier. D'abord, elle ne suffit pas pour être entraînante pour nous. Parce que tout le monde sait, comme le grec disait, qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc personne ne croit qu'on va arriver à maintenir des positions qui sont effectivement mises en cause par la mondialisation. On ne fait pas allusion seulement aux régimes spéciaux, mais il y a tout un système social à repenser en quelque sorte. Et cet effet reboot, cet effet reset, il n'a pas encore été pensé. Les Gilets jaunes ont inspiré le reste du monde, non, Richard Verly? Clairement, ils ont montré qu'il y avait une rébellion en France. Moi, je vais même plus loin que la contestation. Il y avait une rébellion. Absolument. Et que cette rébellion, elle doit être entendue. On doit en faire quelque chose. La difficulté, c'est que quand vous... Vu de l'étranger, d'une part, la France n'apparaît quand même pas comme un modèle économique. Autrement dit, on a l'impression, beaucoup de gens ont l'impression que la France ne va pas si bien. Donc, par conséquent, si le pays ne va pas si bien, ça veut dire peut-être que son élite en est aussi responsable de ces difficultés. Et puis, la deuxième chose, c'est que le front du refus actuel, le front qui refuse la réforme de la retraite, ce sont des syndicats dont on sait que leur représentativité est très faible. Et ça, c'est un problème, parce que quand vous regardez de l'étranger, vous dites finalement qui manifeste, qui est dans la rue, ce sont les employés du secteur public déjà protégés. Donc, quelque part, c'est mauvais pour le message que la France adresse à l'extérieur. S'il y avait une vraie convergence des colères et qu'on voyait, par exemple, les salariés du privé se joindre en masse au défilé, là, sans doute, le message universel serait plus fort. Et pour info, je vous donne quand même les chiffres du jour qui ont été publiés en toute fin d'après-midi. Près de 900 000 personnes dans les rues françaises selon les syndicats, donc dans toute la France, et 339 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Donc c'est pas effectivement très massif et vu de l'étranger, ça peut être intéressant. Merci en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, notre grand débat consacré évidemment à cette mobilisation contre la réforme des retraites, tant contestée. Mais d'abord, on va passer voir Alice Bardot qui se trouve en salle des conférences du Sénat. Alice, on revient avec vous sur ce vote de l'après-midi au Sénat, le vote du budget 2020.
Ça y est, oui Rebecca, après presque 3 semaines de débat, le budget 2020 a été adopté par le Sénat dans une version donc très largement modifiée avec 185 voix pour, 94 contre et 67 abstentions. Alors avant le vote, un sénateur par groupe politique s'est exprimé à la tribune de l'hémicycle, l'occasion pour eux de faire le point après des échanges souvent tendus avec le gouvernement. Pour rappel, le Sénat a rejeté 5 budgets, ceux de la justice, de l'agriculture, de la sécurité, de l'immigration ou encore de l'écologie. Tout à l'heure, certains sénateurs de droite comme de gauche ont été particulièrement offensifs, dénonçant notamment le renoncement du gouvernement à faire des économies, mais également ses rétro-pédalages ou encore son manque de considération vis-à-vis des parlementaires, comme l'a souligné le socialiste Claude Raynal. Une alliance gauche-droite remarquée également lors de l'examen du texte, comme l'a relevé il y a quelques instants le rapporteur de ce budget, Albéric de Montgolfier. On l'écoute. Si vous regardez les votes, vous verrez que ce ne sont pas simplement les votes d'une majorité, ce sont les votes du Sénat et parfois, je le disais, à l'unanimité ou à la quasi-unanimité. Vous devriez, j'espère, Monsieur le Ministre, et le gouvernement devrait y voir un signal. Parce que, comme on l'a voulu dire hier, je pense qu'il y aurait lieu dans ce cas-là d'écouter le Sénat et la France s'en porterait mieux. Autre sujet qui rassemble la droite et la gauche de l'hémicycle contre le gouvernement, la réforme des retraites. Les sénateurs n'ont pas manqué de faire le lien entre la politique menée par le gouvernement qui illustre ce projet de loi de finances et l'actualité. On écoute à ce propos le sénateur communiste Éric Bocquet. Quel singulier télescopage entre ce jour du vote du projet de loi de finances au Sénat et les innombrables rassemblements et manifestations qui se déroulent en ce moment même dans notre pays pour la défense de notre système de retraite par répartition. Ces journées de mobilisation font suite à l'année ininterrompue de manifestations au cours de lesquelles nos concitoyens réclamaient plus de justice sociale, plus de justice fiscale, en un mot, les moyens de mener une vie décente dans cette société. Vous l'aurez donc compris, ce projet de loi de finances a été l'occasion pour les sénateurs, dans leur grande majorité, de faire bloc contre le gouvernement. Merci beaucoup Alice Bardot en direct de la salle des conférences du Sénat. LPL continue avec notre grand débat. On va prendre le temps d'analyser cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Je vous répète les chiffres, 339 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, près de 900 000 dans toute la France selon les syndicats. On va s'arrêter sur les dernières pistes qui nous donnent une petite idée de ce que va annoncer Édouard Philippe demain. Pas d'annonce magique, dit-il, pas qu'il puisse en tout cas faire cesser les manifestations. Pourquoi ? Cet exécutif a-t-il perdu la confiance des Français ou n'a-t-il rien de très fort à annoncer ? On va prendre le temps de se poser toutes ces questions avec nos invités dans un instant. D'abord le point avec Sandra Cerquera. L'objectif du gouvernement est bien de tenir le cap tout en déminant. L'un des premiers gestes serait de renoncer à une réforme financière dans l'immédiat. Ce qui serait clairement une main tendue à la CFDT qui ne veut pas en entendre parler. Et ce malgré le Conseil d'orientation des retraites qui juge que le déficit du régime serait de 10 milliards d'euros en 2025. L'objectif d'équilibre des comptes ne serait plus un préalable à la réforme, plus d'économies au forceps imposées dès 2021. Je note une demande forte de garantie des droits qui auront été constitués avant la réforme. Il y a aussi une demande forte de garantie de la valeur du point après l'entrée en vigueur du nouveau système. La réforme pourrait aussi être décalée à la génération née en 1975 qui partirait à la retraite aux alentours de 2035 et non plus la génération de 1963 comme prévu au départ. Il y aura, je pense, des concessions. Je serai attentif pour ma part aux concessions concernant ce qu'on appelle aujourd'hui les régimes spécifiques. Je crois vraiment qu'un régime universel n'est pas un régime nécessairement uniforme. Donc j'attends certains régimes spécifiques pour certaines catégories de métiers. La réforme se ferait donc sur 10 années supplémentaires, le temps de faire converger en douceur les régimes spéciaux dans le régime général, et puis de commencer aussi à revaloriser certains salaires dans la fonction publique,
notamment ceux des professeurs ou des policiers, pour leur faire accepter cette réforme. Salut Florent, ça va ? Et avec nous pour le grand débat de la LPL, Florent Vadillo qui arrive tout juste. Bonsoir. Président du think tank L'Hétairie, co-auteur de Les espions de l'Élysée. Je vais vous laisser reprendre votre souffle, ne vous inquiétez pas. Thierry Fabre, bienvenue. Bonsoir. Rédacteur en chef à Challenge. Nicolas Tenzer, bienvenue. Président fondateur du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, directeur de la revue Le Banquet. Et François Moreau, bienvenue à vous également, président de la société de conseil LHH Altedia, qui fait du conseil en ressources humaines. Merci à tous les quatre d'être ici. Je voudrais d'abord vous faire réagir aux toutes dernières déclarations d'Édouard Philippe qui ont fuité après un rendez-vous à huis clos avec des députés marcheurs. Ce n'est pas parce que je fais un discours que les manifestations vont cesser. Il n'y a pas d'annonce magique. Thierry Fabre, est-ce qu'il a raison? Est-ce que, quoi qu'il annonce, les manifs ne s'arrêteront pas? Et qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est le bras de fer en ce moment avec les syndicats qui ne veulent pas de cette réforme. CGT et FO notamment, qui sont partis en guerre contre la réforme sur le principe même. Il suffit d'écouter M. Martinez, qui passe un peu en boucle en ce moment dans les médias. Sur le fond, il ne veut même pas discuter de la retraite par points. Il veut la retirer. Voilà, donc c'est la bagarre. Et comme pour l'instant, le gouvernement a décidé de la présenter tout de même, mais ça va être le bras de fer, parce qu'on peut imaginer, certains conseillent à Emmanuel Macron de retirer cette réforme, parce que l'opposition est trop forte. Vous imaginez bien que la retirer, il arrête son quinquennat, c'est terminé. C'est comme s'il démissionnait, c'est pareil. Tout à fait, donc il a construit son quinquennat sur la réforme, il a beaucoup réformé pendant 2 ans et demi, là c'est la plus importante et la plus difficile, et donc s'il la retire, il arrête tout. Donc ça va être le bras de fer, et Édouard Philippe nous a un peu anticipé. Demain, il va présenter des aménagements pour faire passer cette réforme, mais sur le fond, elle est maintenue, donc le bras de fer va continuer. Donc il fait preuve de lucidité, Florent Vadillo? Oui, au demeurant, et de constance. Lucidité et constance. Édouard Philippe n'a pour l'instant jamais été l'homme des concessions. Il n'a jamais été celui qui annonçait ni les mesures catégorielles, ni des revirements. Il était plutôt droit dans ses bottes, pour reprendre l'expression de son mentor en politique. Donc c'est toujours le président de la République qui, sur la crise des Gilets jaunes ou sur d'autres aspects, est intervenu pour éventuellement amodier un texte, amodier une réforme, ou, dans le cadre des Gilets jaunes, plutôt donner des mesures catégorielles. Donc Édouard Philippe, il est en fait très lucide et très constant. Et au demeurant, il est arrimé à sa majorité électorale, en tout cas à son cœur de cible électoral et son cœur de cible parlementaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être celui qui, sur cette réforme-là, surtout avec le précédent de 95, mais sur cette réforme qui est une réforme plutôt à droite, si on prend les catégories de l'ancien monde, mais qui, à mon avis, subsistent. Donc il ne peut pas, parce que sinon, il perd son rôle de leader de la majorité du pôle de droite, et surtout, l'électorat d'Emmanuel Macron ne le lui pardonnerait pas, parce qu'on le voit de plus en plus, cette réforme est un marqueur, et se joue en fait la question de savoir si l'électorat de droite est définitivement arrimé à LREM. Frédéric Moreau, ce qu'on peut aussi comprendre, c'est que ça veut dire qu'il ne lâchera rien de si fort qui puisse convaincre les manifestants de rentrer chez eux. Je pense qu'on est dans une course de fond, on est dans un marathon, donc il y a ces annonces demain. Est-ce que finalement le Premier ministre va clairement avoir une position sur systémique versus paramétrique, premier élément? Est-ce qu'il va tendre la main à la CFDT, qui est quand même aujourd'hui, qui peut être un élément de l'équation? Ou au contraire, il va rester sur, et c'était ces termes d'ailleurs, on parlait d'architecture de la réforme, et puis se donner le temps de continuer à discuter, et notamment avec ceux qui peuvent s'asseoir autour de la table. Donc ça va être extrêmement intéressant de savoir si c'est que des annonces, ou s'il rentre et il prend un parti pris, qui pourrait être notamment celui du bras tendu auprès de la CFDT. Et étonnamment, il voit les choses de manière assez positive, si l'on se fie à ces paroles qui ont fuité de ce rendez-vous avec les députés marcheurs. Je vous en lis encore un court extrait. Le seul intérêt de notre vocation, dit-il, c'est de vivre des moments comme ça. Nous avons là la possibilité d'améliorer un des éléments essentiels du pacte social. C'est assez extraordinaire. Vous trouvez que c'est extraordinaire, Nicolas? Je pense que ce qui est assez extraordinaire d'une certaine manière, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est satisfait véritablement, à part quelques régimes très privilégiés d'une certaine manière, avec le système tel qu'il est. On a besoin de faire cette réforme. Enfin, en tout cas, une réforme. Est-ce que c'est exactement celle-là? On peut bien sûr en discuter. Mais en tout cas, le système tel qu'il est absolument intenable à un horizon 2025-2035. Reculer une réforme alors qu'on va avoir au cours des 20 ou 30 prochaines années qui viennent beaucoup plus d'entrées de personnes
dans les systèmes de retraite, on sait qu'il faudra passer par là. Alors après, est-ce qu'il faut aujourd'hui maintenir la réforme telle qu'elle est? Probablement pas. Sans doute faut-il apporter un certain nombre de garanties et surtout un certain nombre de, disons, de réassurance ou de rassurance pour un certain nombre de catégories, notamment par exemple sur l'indexation du point, si on passe par une retraite Oui, par point, on y viendra. qui est un des éléments absolument fondamentaux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une forme de défiance pour une raison très simple, c'est qu'il y a eu une non-revalorisation des retraites et ça, de l'indexation, enfin des précédentes retraites. Et donc, du coup, ça a jeté une forme de trouble et qu'il y a des catégories, on cite par exemple les enseignants, qui aujourd'hui, effectivement, risquent de perdre beaucoup avec cette réforme. Mais ça, on a l'impression que le gouvernement l'a un peu découvert. Ce qui est vrai, c'est que la phase en fait de concertation qui a été menée de manière comme extrêmement sérieuse et approfondie par Jean-Paul Delevoye, effectivement, assez curieusement, on n'a pas vu un certain nombre de points de friction majeurs parce qu'il était dans cette logique de l'unité et de cette suppression des 42 régimes particuliers qui, telle qu'elle est aujourd'hui, effectivement, paraît les gens, une fois qu'ils ont quelques billes, ils font vite le calcul. Paraît extraordinairement compliqué parce que les exceptions, on sait qu'il y a des exceptions. On en a déjà d'ailleurs qui sont institutionnalisées, qu'on ne va pas changer. Je prends un exemple très simple, les militaires par exemple. On ne va pas demander aux militaires d'avoir une carrière jusqu'à 64 ans ou 67 ans. C'est absolument impossible. Donc il faudra imaginer autre chose et je crois qu'il faudra discuter catégorie par catégorie pour essayer de faire rentrer les gens dans un système, mais probablement un système beaucoup plus souple que ce qui a été prévu. Florent Badillot. Je crois que les propos d'Édouard Philippe, ils sont assez marquants parce qu'ils révèlent un Premier ministre heureux. Il y a deux de vos collègues qui avaient écrit un livre de témoignages qui était L'enfer de Matignon, dont on voyait les premiers ministres qui sortaient essorés. Moi, ce qui m'interpelle depuis 2017, c'est que Édouard Philippe est un Premier ministre heureux. Il perd des arbitrages, mais in fine, il se rétablit toujours sur ses deux jambes, puisque c'est lui qui gagne sur le long terme. Il a une relation avec le président de la République qui est une relation plutôt apaisée, et il a un vrai amour pour la chose publique. Et au demeurant, il conduit une politique qu'il aurait conduit, y compris sous un autre président. Donc, je crois vraiment qu'il faudra, après Édouard Philippe, peut-être écrire le paradis ou le purgatoire de Matignon. Et je rajoute cette phrase avant de vous donner la parole, Thierry Fabre. Voilà ce qu'il conseille aux marcheurs. Il faut qu'on ait le ton qui va bien, celui d'une grande détermination, très tranquille, et celui du respect des parcours individuels. Je ne partage pas votre appréciation d'Édouard Philippe parce qu'il est aujourd'hui un petit peu dans le pétrin pour vendre sa réforme. Il s'y est mis un peu lui-même parce que cette réforme sur le papier, la refonte de notre système, beaucoup la soutiennent parce qu'elle a un côté équitable. Le problème, c'est que Édouard Philippe et également les ministres de Bercy, ces derniers mois, ont dit en même temps, il faut aussi qu'on fasse des économies. Et vous avez tout un tas de ballons d'essai qui ont été sortis pour dire oui, mais il faudra un âge pivot pour partir plus tard. Oui, mais il faudra... Donc un débat s'est installé sur les économies dans cette réforme, ce qui a pollué le débat. S'il y a beaucoup d'opposition, c'est que les gens ne croient pas à la réforme systémique, sympathique, on va être tous égaux. Ils se disent ça va être une occasion pour le gouvernement de faire des économies. Et demain, normalement, Édouard Philippe devrait annoncer un recul par rapport à ses ambitions sur les économies. On voit bien que ça a circulé ces derniers jours, c'est-à-dire que le gouvernement renoncerait à cet équilibre en 2025 sur les retraites, donc en disant on gère ça plus tard, parce qu'ils ont bien compris qu'ils ont pollué le débat. Et vous avez vu la tribune de 4 économistes qui est sortie dans Le Monde, qui sont un peu les architectes de cette réforme, qui ne sont pas contents du tout. Ils sont pro-Emmanuel Macron, ils ont fait son programme, mais ils ont trouvé qu'il y a eu une dérive droitière. Ils ont parlé de manque de clarté. Pour convaincre, le gouvernement doit sans délai y remédier. Mais ça, c'est un peu à cause d'Édouard Philippe et de ses amis de Bercy, les ministres de droite, qui, eux, voient la retraite comme une façon de faire des économies sur les dépenses publiques. Tribune, l'alerte des économistes proches de Macron, Aguillon, Bozio, Martin et Pisani-Ferry, qui ont inspiré le candidat Macron. Donc je pense que, contrairement à ce que vous dites, Édouard Philippe s'est mis un peu dans la nasse en mélangeant les deux aspects de cette réforme. Maintenant, il va falloir en sortir. Alors, il a gagné les arbitrages. Il a gagné les arbitrages, puisqu'aujourd'hui, vous voyez bien que le premier cercle des macronistes, aujourd'hui, s'oppose à Édouard Philippe avec une ancienne qui est de dire mais c'est le Premier ministre qui travestit les réformes du quinquennat. Et d'ailleurs, ça a été le discours sur à peu près toutes les réformes, et il a survécu à toutes les réformes. Il se sort toujours de la nasse. Enfin, on verra pour celle-là, hein. C'est-à-dire que c'est pas évident. Hein. François Moreau. Deux choses. D'abord, ça a été dit, hein, on a un gouvernement de réforme qui pour l'instant, connaît un succès. Je pense notamment aux réformes du marché du travail, où beaucoup de gouvernements s'y étaient collés avec les échecs qu'on a connus, retentissants. Donc là, il part quand même d'un gouvernement qui fait des réformes et qui va jusqu'au bout de ces réformes. Ensuite, par rapport
à ce qui doit éventuellement être annoncé demain et qui lui permettrait de sortir par le haut. La première, c'est en effet peut-être clarifier le débat, c'est-à-dire qu'il y a eu la justice sociale et puis ensuite on a parlé d'économie. Peut-être revenir sur le sujet de la justice sociale, qui est quand même un élément fondamental, notamment pour ceux qui n'ont pas de retraite enfance. Ce discours va même susciter de nouvelles questions, a-t-il dit à ses députés marcheurs, en parlant de son intervention de demain. Ça va susciter de nouvelles questions. Bien sûr, mais parce que aussi on a, et ça a été dit, mais et je pense que le gouvernement y a ajouté peut-être aussi des maladresses et du flou. C'est quand même un système éminemment complexe. Bien sûr. Et ensuite, il y a la possibilité de jouer sur le paritarisme. Et le dernier point, c'est quand même d'avoir un système qui tient compte des carrières longues et de la pénibilité. Donc, moi, je suis assez confiant sur le fait que voilà, ils puissent sortir par le haut de ces mouvements. Alors, dans la série des petites phrases lâchées par l'exécutif, il y a aussi celle d'Emmanuel Macron, hier soir, en pleine conférence de presse sur le sommet Russie-Ukraine. Écoutez. Et chacun autour de la table sait ce qu'est une réforme indispensable à son pays et ce qu'elle implique d'être menée. Ça relève de l'action du gouvernement et des annonces qui seront faites demain. Réforme indispensable au pays, qu'en pense Jean-Pierre Sueur? Le sénateur socialiste est en salle des conférences avec vous, Steve Jourdain. Oui, Jean-Pierre Sueur, Emmanuel Macron estime qu'il s'agit d'une réforme indispensable. Vous partagez son avis? Oui, c'est une réforme nécessaire. Mais je pense que c'est très mal parti. Pourquoi? Parce que ça fait presque 2 ans qu'on en parle, et on en parle tellement dans la sphère gouvernementale qu'on n'y comprend plus rien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de choses de dites et tellement de choses contradictoires qu'on ne sait pas finalement ce que serait cette réforme. On ne le sait pas. Quelle est justement la contre-proposition des socialistes sur la question? Écoutez, je pense que les réformes sont nécessaires et que la réforme des retraites est nécessaire. Mais une réforme ne peut passer dans ce pays que si d'abord elle est juste. Or, tout ce que l'on sait, ce que l'on présume de cette réforme qui n'est pas encore définie... On en saura plus demain. J'espère. C'est que cela ne sera pas juste ou n'instaurera pas une justice. En tout cas, on n'a pas ce sentiment-là. Alors, qu'est-ce que vous dites aux leaders syndicaux aujourd'hui? Il faut savoir terminer une grève? Non, je ne dis pas cela. Non. D'abord, les leaders syndicaux, vous savez, ils sont responsables et c'est eux qui décident de mener des actions. Ce n'est pas les politiques qui leur donnent des instructions. On a pu penser cela ici ou là dans le passé, mais ce n'est plus du tout d'actualité. Non, je pense que pour qu'une réforme passe, il faut qu'elle soit juste. Il faut aussi qu'on puisse la comprendre. Et il faut qu'elle soit progressive. Voyez-vous, j'ai regardé ce qui avait été fait par Pierre Laroque, par Pierre Ségel, Marcel Legras, ceux qui ont finalement mis en forme la création de la sécurité sociale et ce qui a suivi la résistance, la mise en œuvre des retraites. On a mis en place un système qui avait une vocation universelle générale. Alors il faut rien changer aujourd'hui. Tout en prenant en compte la réalité de régimes spéciaux et la réalité de mutuelles qui s'étaient mises en place. Et il y a eu un système progressif qui s'est instauré dans un véritable dialogue avec les organisations syndicales. Donc eh bien, regardez, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le contraire. Premièrement, on a le sentiment que ce n'est pas juste. Deuxièmement, on ne comprend pas la réforme. Troisièmement, le dialogue, il est très difficile avec les organisations syndicales et il n'y a pas de progressivité, d'étape, de compréhension. On va vers quoi, comment et comment on fait en sorte que ce soit juste. Tout cela, ce n'est pas clair. Merci Jean-Pierre Sueur d'avoir répondu à nos questions. C'est à vous Rebecca. Merci beaucoup Steve. Une réaction de Nicolas Tenzer? Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont assez exacts pointés par Jean-Pierre Sueur. D'abord, la première chose, c'est à quel moment effectivement cette réforme est faite. Elle est faite après 2 ans et demi de quinquennat, alors que la réforme du marché du travail qui est passée avait été faite au début. Et on se demande pourquoi il a fallu tout ce temps. Deuxièmement, il y a eu un temps, peut-être nécessaire malgré tout, qui était un temps de concertation. Mais comme souvent, les
gouvernements, il y a eu beaucoup de précédents sous différents gouvernements par le passé, confondent la phase de concertation avec la phase de négociation. Et dans l'esprit des partenaires sociaux, ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, je crois que c'est très important. Troisièmement, on ne fait pas uniquement une réforme sous la contrainte. Je rejoins l'argument sur le budget, qui a torpillé, d'ailleurs, cet argument budgétaire a torpillé beaucoup d'autres réformes, là aussi, par le passé, parce que ça a entraîné une incompréhension, un brouillage des objectifs. On ne fait pas uniquement une réforme sous la contrainte, il faut une réforme aussi pour faire avancer. Et il faut qu'il y ait un donnant-donnant, c'est-à-dire que ce ne sont pas toujours les mêmes catégories qui vous doivent avoir le sentiment de perdre ou de gagner. Il faut qu'il y ait cet équilibre. Et aujourd'hui, cette espèce d'équilibre entre les différents éléments, non seulement de cette réforme, mais des réformes en général, ne sont pas posés clairement dans le pays. Et je crois que ça, c'est un problème tout à fait sérieux. Et puis, quatrièmement, il y a bien sûr, tout le monde le sait, évidemment, les couacs gouvernementaux, les annonces dans tous les sens, et la cacophonie. Et aujourd'hui, effectivement, personne ne sait ce que sera cette réforme. Un petit bémol, la réforme des retraites, c'est la plus difficile. Nos amis suédois qui ont mis en place un système à point ont mis 10 ans à la mettre en place. Donc, on peut se dire, il a tardé à la mettre, mais de notre côté... Vous diriez qu'on est tous un peu trop pressés ? C'est ça, on est trop pressés. Donc, il faut 10 ans en Suède, nous, on veut la faire finalement relativement vite. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, et qu'on voit ce qui a été fait depuis le début avec M. Delevoye, on peut dire qu'on a perdu du temps. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de concertations, de discussions, mais quand on voit les questions qui se posent autour de cette réforme aujourd'hui et auxquelles le gouvernement n'apporte pas de réponse, on se demande mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 2 ans ? Et vous parliez de la réforme marché du travail. Effectivement, elle a été rondement menée en début de quinquennat, mais elle a été menée sur des rails, et donc ça s'est relativement bien passé, elle avait été bien préparée. Il y a des réformes Elle a été préparée. Non, mais on voit bien la différence des deux. Celle-là, la réforme des retraites, même si elle est la plus difficile, on peut dire que c'est un modèle d'impréparation. Et le constat dans tout ça, on le voit bien, c'est comment ils ont perdu la bataille de la communication. C'est extraordinaire. C'est-à-dire quand on voit les études d'économistes qui vous disent, tel que le projet de Delevoye, ça peut favoriser les bas salaires, et ça favoriserait les femmes. Enfin, il y a déjà des choses précises qui montrent qu'elle peut être assez équitable. Mais face à ça, on ne l'entend pas. On entend plutôt toutes les critiques syndicales qui vous disent que c'est la pire des réformes. Pourtant, ils sont beaucoup dans les médias, ils font beaucoup de pédagogie. Mais alors, ça n'imprime pas, c'est-à-dire que... Oui, mais alors, la question, c'est que c'est beaucoup plus général de communication. Voilà, c'est-à-dire, on voit bien qui puisse porter effectivement cette communication dans l'exécutif. C'est peut-être pas clair. C'est peut-être un problème de fond, parce qu'ils y sont dans les médias. Ils y sont, mais alors, ils sont visiblement pas bien préparés, pas bien briefés, parce que les études d'économistes, d'où on en parle, à Challenge, par exemple, l'Institut des politiques publiques, spécialiste des retraites, qui a regardé à quel point les bas revenus, à quel point les femmes allaient bénéficier de cette réforme telle qu'on connaît le projet de Delevoye. Donc c'est absolument pas relayé par le clan de la Macronie. Donc on se demande, on a l'impression qu'ils vont à la guerre mais sans armes. Depuis le début du quinquennat, on voit qu'il y a quand même un grand amateurisme dans la manière de gérer les affaires de l'État. Et je pense que beaucoup a été posé dès le début du quinquennat, la réduction des cabinets ministériels, un rythme échevelé, une absence de dialogue social, une absence de visibilité sur les réformes à venir et une absence d'association de la majorité parlementaire avec le gouvernement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Parlement est obligé de défendre une réforme sur laquelle il n'a absolument pas eu d'informations auparavant parce qu'il y a une dynamique extrêmement exécutive. Mais la grande chance du gouvernement, moi je pense qu'on pourra tout mettre sur les erreurs de communication, mais il y a quand même aussi un problème de fond, c'est que cette retraite, elle n'est pas fondamentalement ni équitable ni juste, mais on pourrait débattre de longues heures. Mais la grande chance du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de contre-modèle. Et on le voit dans ce que dit Jean-Pierre Sueur. Il est incapable de se prononcer sur le fond. Ça n'est pas vrai. Tout le monde sait à peu près les grandes lignes de la réforme. Tout le monde sait quelle est la ligne politique qui est menée. Les économistes ont tout mis sur la table. On sait quels sont les grands modèles. Mais l'opposition, dans ce pays, ne travaille pas pour donner un contre-modèle. C'est-à-dire qu'on est dans une forme tribunicienne, on s'oppose parce qu'il faut s'opposer, parce qu'on voit qu'il y a un mouvement social et qu'il serait de bon ton avant les élections municipales de grappiller quelques voix pour montrer qu'on est à l'écoute des mouvements sociaux. Mais où est le cercle d'experts, où est le parti politique qui dit « mais moi je propose un contre-modèle » avec une démarche extrêmement claire? Il n'y en a pas, parce que l'opposition ne travaille pas dans notre système institutionnel. Parce que les institutions ne le permettent pas de travailler. Elle n'a ni les moyens, ni les ressources expertes, etc. Enfin, il y a les partis politiques, il n'y a pas que mais les partis politiques, ils sont dans un tel état de déréliction depuis les élections. Mais ils ont du temps pour travailler. Oui, mais la Ve République n'a pas structuré le fait que l'opposition devait être constructive. Elle a été rejetée dans une fonction tribunicienne et au sein du Parlement, on le voit, il n'y a pas de statut de l'opposition. Il y a aussi, Florent, il y a aussi un déficit de think tank, malgré tout, en France. Il y en a de très bons, ça s'est plutôt amélioré depuis 10 ans, mais quand même, par rapport à d'autres pays,
aujourd'hui, on n'a pas du tout cette tradition comme aux États-Unis. Il n'y a pas le système des cabinets fantômes comme au Royaume-Uni qui doivent et qui font en principe ce travail. C'est ça aussi. C'est pour ça que le gouvernement s'en sortira, parce qu'il n'y a pas de contre-modèle. Et donc, il pourra imposer son modèle, amodier, minorer, tout ce que l'on voudra, mais ce sera son modèle. Sauf si la rue conteste. Oui. Parce que là, pour le coup... Avec quand même un contexte de défiance, défiance vis-à-vis des politiques, pas que du gouvernement, défiance vis-à-vis des politiques, défiance aussi vis-à-vis des syndicats. Ils ont gagné un match la semaine dernière et visiblement un peu plus faible mobilisation aujourd'hui, mais rappelons-nous, il y a encore quelques mois, c'était des collectifs avec des gilets jaunes où les partenaires sociaux n'ont pas eu la possibilité de finalement gérer ce mouvement. Donc défiance, dans un contexte de défiance, c'est quand même compliqué de reprendre la main. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que sur les aspects communication, il y a ce vocabulaire technocratique où personne ne comprend rien. Je veux dire, certains de vos confrères ont été obligés de faire un lexique avec des définitions sur 42 termes qui concernent la réforme des retraites. On n'y comprend plus rien. Et je pense que là, il y avait à mon avis des innovations à faire. On parle de calculettes. On a beaucoup parlé du compte formation. Le gouvernement, avec le temps, de 2 ans pour discuter, de réfléchir sur des calculettes et de proposer aux Français, notamment ceux qui étaient impactés, d'avoir une calculette et que ce ne soit pas Sud qui mette en place des calculettes avec des critères qu'on ne maîtrise pas du tout. Je pense que là, il y avait une belle opportunité d'aligner tout le monde sur se dire, finalement, cette réforme, elle est plus juste que vous l'imaginez. Prenons des éléments factuels. Parce que là, on est sorti complètement d'éléments factuels. Et puis les conseillers, ce gouvernement, rappelons cette tribune des économistes, dont on va revoir un extrait. Voilà ce qu'ils nous disent. Nous recommandons premièrement de renoncer aux mesures d'âge et de s'en tenir strictement à une réforme systémique. Deuxièmement, il est urgent de dissiper la méfiance quant à l'évolution de la valeur des points accumulés. Alors, sur cette question du point, très précisément, il nous reste quelques minutes, prenons ce cas concret. Olivia Grégoire, qui était l'invitée de Bonjour chez vous ce matin, elle a été très claire, elle n'a pas du tout manqué de clarté, écoutez. Est-ce que pour vous, il faut inscrire dans la loi le fait que la valeur du point ne baissera pas? Oui, et 3 fois oui. Il faut l'inscrire dans la loi. Il faut plus que ça, et je crois que c'est un engagement d'ailleurs qui a été annoncé hier et qui sera conforté demain, du moins je l'espère, il faut une gouvernance tripartite, c'est-à-dire qu'il faut une gouvernance avec les syndicats. Je souhaite que ça ne soit pas Bercy tout seul, je souhaite que ça ne soit pas le Parlement tout seul, je souhaite que les syndicats soient représentés de façon importante dans cette gouvernance des points, comme c'est déjà le cas sur la retraite des cadres. Nicolas Tenzer, elle a été claire. Oui, enfin, je pense d'ailleurs Olivia Grégoire dit exactement ce que disaient Jean Pisani-Ferry, Aguillon et les autres dans leur tribune du Monde. C'est-à-dire que mais en même temps, ça crée, il y a une défiance, c'est-à-dire que les gens ne croient plus véritablement à la parole du gouvernement. Et même si vous avez une loi qui, comme elle le propose justement, inscrit cette évolution de la valeur du point, ce n'est pas pour autant que les Français ne vont pas se dire après, un autre gouvernement va nous faire une entourloupe. C'est peut-être là le problème. Et ça nous ramène à la phrase d'Édouard Philippe. Et là, on a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on n'a plus une confiance à long terme dans les institutions et dans les différents gouvernements. Et ce n'est pas ce gouvernement-ci en particulier, bien sûr. Et cette défiance, elle pollue la réforme, ce qui fait que les Français ne voient plus l'avantage de la réforme. Parce qu'effectivement, on peut, la retraite à points, on peut faire le meilleur et le pire. Les Suédois en ont fait quelque chose de très négatif parce qu'ils ont voulu faire des économies, parce qu'ils ont fait évoluer la valeur du point d'une certaine façon, on peut faire l'inverse. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire passer. Gérald Darmanin a bien dit sur France 2 la semaine dernière qu'il ne suivrait pas le modèle suédois. Oui, c'est ça. Donc, mais simplement, effectivement. Mais personne ne le croit. Exactement. Assurer que la réforme, on en restera à des fondements équitables et qu'on ne fera pas des économies sur le dos des retraités, ça ne passe pas. Et je reviens à mon propos du début, ça ne passe pas notamment parce que certains ont pollué le débat avec ces histoires d'économie sur cette réforme, alors qu'il aurait fallu dissocier absolument les deux, comme le rappellent les conseillers de Macron. Donc il y a un soupçon d'économie, un soupçon qui pèse sur cette réforme et qui pèsera jusqu'au bout. Et ça ne passe pas parce que le gouvernement n'a pas été installé hier. Parce que ça fait 2 ans et demi que l'on voit la tonalité politique du gouvernement. Et que les choix qui ont été faits en termes de politique sociale, de politique fiscale, ont été extrêmement clairs, dénués d'ambiguïté. Donc aujourd'hui, pourquoi créditer le gouvernement de la recherche d'équité sociale alors que ses détracteurs, on en est ou on n'en est pas, depuis 2 ans et demi, stigmatisent une politique injuste. Et je ne vais pas vous faire la liste, la litanie des différentes mesures qui ont été prises. ISF, APL, voilà. Et ça n'en est que 2. Mais on pourrait même aller plus loin dans le détail, si vous me permettez en 2 mots. Regardons les budgets des ministères.
Vous avez une loi de programmation pour la justice, qui est une loi ambitieuse. Vous avez des premiers arbitrages budgétaires, moins 435 millions d'euros pour le ministère de la Justice, moins 250 millions pour le ministère de l'Intérieur. Comment voulez-vous croire une politique étrangère ambitieuse et avec une diminution régulière depuis 20 ans du budget du Quai d'Orsay. Enfin, ça c'est autre chose. Comment voulez-vous croire que le gouvernement aura une politique volontariste, alors que ses intentions politiques sont claires et que rien ne nous indique que ce deuxième partie du quinquennat soit un quinquennat social, au contraire. Moins d'une minute pour conclure, François Moreau. Peut-être qu'une des solutions passe par la gouvernance du système et finalement on critique beaucoup le paritarisme, mais ça peut être une belle opportunité de le remettre au goût du jour et de faire en sorte que cette réforme soit portée, soit gouvernée par du paritarisme sur lequel il y aura sûrement moins de défiance que quand le gouvernement s'engage, notamment sur la valeur des points. Je pense que là, ça peut être une belle opportunité de faire revenir le paritarisme dans ce moment critique. Ensuite, on pourra revenir sur la justice sociale, mais en matière notamment de budget, de formation, je pense qu'il y a eu des éléments très clairs qui vont vers ceux qui en ont le plus besoin aussi. Donc, mais sur le paritarisme, on pourrait effectivement nuancer, parce qu'on n'est pas sûr non plus que l'UNEDIC ou la gestion de l'assurance maladie aujourd'hui soit perçue, en tout cas par les Français, comme des modèles. Dommage, comptez m'arrêter sur cette pensée positive, cette solution positive, c'est pas grave. Il y a d'autres critiques, mais on aura l'occasion d'en reparler évidemment sur ce même plateau. Merci infiniment en tout cas d'avoir participé au grand débat d'ALPL. Demain, n'oubliez pas Oriane Mancini dans Bonjour chez vous à 7h30. Son invité politique sera Hervé Marseille, sénateur Union centriste des Hauts-de-Seine. Très bonne soirée sur Public Sénat.